Voilà, bonjour et bienvenue sur ce nouveau live du Lab des praticiens. On se retrouve en petit comité cette fois pour de nouveau une analyse de la pratique et derrière une thématique qu'on pourra développer ensemble et qu'on fixera plus tard. Ça vous va? Absolument. Bonjour à tous, bonjour Gaëtan, bonjour Eric. Bonjour. Bonjour. Du coup, on va commencer direct dans le vif. Comme d'habitude, on part pour 45 minutes à 1 heure d'analyse de la pratique. Avec une séance que vous proposez. Et là, cette fois-ci, c'est Gaëtan qui va nous en proposer une. Donc, Gaëtan, tu me parles d'un patient là, juste en off, juste avant. Vas-y, je te laisse la parole. Développe. Bonjour. Oui, alors c'est quelqu'un, j'ai dû le voir et le recevoir parce qu'alors il est avide d'écoute, d'intérêt. Il est en mal-être depuis une trentaine d'années. Il a tout essayé, magnétisme, acupuncture, énergéticien, psy. Donc là, il a un léger traitement antidépresseur qui prend un petit peu à la demande quand il se sent pas bien. Ce qui fait que des fois, il vient, il dit, ah, j'ai plus un cachet, ça va peut-être me ramollir. Et il n'est pas bien du tout, il se pose plein de questions. Alors, au départ, la problématique, il en a plein. C'était un excellent sportif qui faisait par exemple de la planche à voile, qui savait aller très loin des côtes, puis revenir. Maintenant, il n'ose plus monter sur sa planche à voile, il n'ose plus s'éloigner. Il a de plus en plus peur de tout. Donc, il a peur de l'avion, il a peur de s'éloigner de la côte s'il va nager, alors qu'avant, il faisait ça très, très bien. Et quelque part, c'est comme si son monde se rétrécissait, l'enfermait de plus en plus. Malgré ça, il se met comment dire, en péril lui-même, enfin, où il cherche à dépasser des limites parce qu'il s'est inscrit à un cours d'italien, il s'est inscrit à des cours de théâtre, il n'ose pas parler en public, mais il fait en sorte de se mettre dans des situations qui vont l'obliger à parler en public. Dernièrement, c'est ce qui s'est passé. Au moment de faire une impro au théâtre, il a été sidéré, il n'a pu plus rien faire, il n'est pas bien. Et ce qui fait que moi, ça fait au moins 5 ou 6 séances que je fais avec lui. J'ai l'impression qu'il y a des progrès, qu'il y a des choses qui sortent, mais j'en suis à me demander, il a un tel point de contrôle et de mentalisation, de rationalisation de tout ce qui se passe, que pendant les séances où je me disais, il est en transe, ça marche, en fait, non, il y avait quand même du mental. Donc, les soi-disant expressions d'émotion, de colère qui ont pu sortir, je me demande si c'était pas un peu du cinéma qu'il était en train de faire. Alors, sur le coup, ça lui fait du bien. Donc, je me demande que si ce qui lui fait du bien, c'est pas le fait que je m'occupe de lui. Et si je l'écoutais, moi, j'ai réussi je le vois une fois tous les 15 jours, mais il serait prêt à venir une fois par semaine. Et ça me gêne. Ça je suis pas là-dedans. Et donc, mon propos, c'est comment faire, parce que j'ai essayé les tas d'inductions possibles. J'ai l'impression qu'il part pas vraiment. Donc là, j'essaie de le débusquer et de le mettre en. Il fait comme si, mais il vit pas vraiment la transe. Du coup, ça remonte pas vraiment à l'origine et c'est très difficile, je pense, d'accéder aux vraies causes du problème. Voilà, j'ai fait une grosse présentation. Il est toujours content quand il revient, alors il est ravi. Donc je me demande si c'est pas plutôt le fait d'attirer de l'attention sur lui dont il a besoin. Est-ce que c'est pas ça qui entretient son mal-être? Par curiosité, tout ça, un monsieur, c'est ça? Oui. Il a quel âge? Environ? Il m'a dit, j'ai oublié, 55, 58, par là. Ok, ouais. Merci. Alors, il parle beaucoup, il explique beaucoup de choses. Je pense que le vrai trauma, c'est la séparation de ses parents et son beau-père qui était très, très sévère avec lui et toujours humiliant. Il était bon à rien, il était toujours nul, il était toujours. Et donc là, il y a beaucoup de colère là-dessus. Et moi, je pensais avoir réussi à éliminer un petit peu, évacuer un peu de cette colère. Mais en fait, le coup d'après, il me dit non, non, j'ai cru qu'il fallait que je crie, alors j'ai crié. Mais c'était pas en transe, quoi. C'est lui qui, c'est comme si je l'avais amené en haut de la colline et je lui dis, vas-y, défile-toi. C'était un peu le même. Alors, c'était, c'était intéressant
c'est un peu libérateur, mais pas suffisamment. Mhm. Et il vient avec un mal-être, c'est ça? C'est son Oui. motif de consultation. Bonjour, Mal-être, mal-être. au départ, c'était phobie. Au départ, il voulait remonter sur sa planche à voile pour revivre ce qu'il sait très bien faire, quoi. Et il comprend pas pourquoi il a peur, alors qu'avant, alors il a peur, mais il a failli se noyer quand même une fois. Euh, chaque fois, je découvre des choses en plus qui émergent, mais qui émergent toujours de manière consciente. Mhm. Du récit. C'est pas, voilà, ça sort pas dans la transe. Et ça permet de faire les choses. Enfin, genre, Ben, j'ai essayé de faire justement une montée de charge émotionnelle et tout, mais c'est très difficile parce qu'il est toujours dans le contrôle et il ramène tout à sa zone de confort dans laquelle il se persuade que finalement, il sait pourquoi ça va pas. mhm. Et du coup, il n'est pas remonté encore sur sa planche, quoi. Ah non, 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 il n'ose pas. Non, non, puis en plus, là, bon, c'est pas la saison non plus, quoi. Quelque part, La fin. il attend de pouvoir tenter l'expérience. Mais le risque, c'est que si l'expérience réussit, ben c'est génial, mais si ça échoue, il va redescendre encore plus bas. Ça, c'est ta pensée ou c'est la sienne? Ben, je pense que c'est la sienne, parce que c'est ce qu'il a vécu au théâtre. Là. Quand il est parti de la dernière séance, il était content comme tout, ça allait bien. Il m'a appelé, il m'a envoyé un super message en disant que c'était génial, qu'il se sentait bien. Le lendemain, il va au théâtre, on leur demande de faire une impro, et là, il s'est senti liquéfié. Et il y a tout qui a dégringolé. Donc le surlendemain, il me rappelle en me disant oh là là, ça va pas et tout, c'est pire qu'avant. Donc il passe par des montagnes russes comme ça, qui se provoquent et qui s'imposent tout seul quelque part. Il se met au défi d'eux et il se casse la gueule. Ok. Il est marié, ce monsieur, il est en couple, il vit tout seul, hein, Il est en couple, il se pose des questions. Enfin, voilà. L'autre fois, il me dit qu'il est avec elle, mais il se passe rien. Mais elle a remarqué qu'il était plus agréable, plus enjoué, que c'était mieux. Il est toujours en train de d'analyser et de peut-être dans l'instant, ben, il s'ausculte tout le temps, y ok. compris ses relations, y compris son Il fait quoi malaise. comme travail? J'ai pas compris. C'est quoi comme travail? Il travaille pas, il travaille plus. Et il Il faisait travaille quoi? plus. Il est à la retraite ou il travaille plus, il est au chômage? J'ai, on n'a pas abordé ce sujet-là. Apparemment, il était commercial, il avait quand même une bonne situation. Et là, il travaille plus. Ok. Je pense qu'il n'a pas de problème financier. Il a une très belle voiture. Ça veut rien dire. Non, mais Ouais. moi, Les bidonvilles, avec des super je voitures, lui ai hein, dit, il faut se calmer. D'après ce qu'il m'a raconté, des fois, dans la même semaine, il consulte trois thérapeutes. Donc, il paye 60 ou 80 balles la séance. Mhm. Et pour lui, c'est bon, c'est intégré. Quoi. Donc, si on rassemble toutes ces données-là, tu as une personne qui a modulé récemment ou assez récemment ou qui remet en doute la totalité de sa structure sociale et psychosociale actuelle, c'est-à-dire tout son environnement actuel, qui est dans comment on dit, la volonté de pouvoir refaire ce qu'il faisait avant, intégralement, mais qui en connaît énormément de peur. Donc, il est dans la volonté de vouloir retrouver ses activités d'avant. Qui justifie ça par des peurs et un malaise, qui est toujours dans la réflexion d'après ton point de vue, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à pouvoir sortir d'une analyse permanente et d'un scan permanent de lui-même, qui n'arrive pas à lâcher ses émotions, sauf si tu lui en demandes la commande et qu'il le fait, mais du coup tu sais pas si vraiment il est lâche ou s'il crie pour te faire plaisir. Mmh. Ok. Ça fait penser à quoi tout ça?
Si on réfléchit fondamentalement à la construction de la pensée, enfin les hypothèses de la construction de la pensée cognitive telle qu'on a aujourd'hui, en prenant en considération les facteurs de croyances, d'attentes psychologiques qui construisent la construction identitaire de notre sujet, plus les influences sociales et psychosociales en termes éducationnels, en termes expérientiels, en termes familiales, en termes professionnels, en termes culturels, alliés au contexte de l'environnement, de l'actualité contemporaine, alliés à son âge et aux sous-structures possiblement traumatiques qu'il a vécues, on est face à quoi là? C'est un blocage. En fait, Alors un blocage peut-être, ou une résistance, mais qui n'est où? Possiblement. Tu me dis qu'il vient voir en plus plusieurs thérapeutes par semaine, tous différents, tous avec des spécialités différentes. Salut Jérôme. Salut. oui, en fait, ça, c'est son parcours pour essayer d'aller mieux, mais il va jamais mieux. Là, D'accord, mais il continue quand même à claquer de la thune, à aller voir plusieurs thérapeutes de plusieurs disciplines différentes, en chaque fois espérant aller mieux, mais où à chaque fois ça ne va pas mieux. Ou ça va mieux un peu de temps, comme donc tu m'as moi, dit là. moi, je m'interroge de savoir si justement, ce qu'il recherche, c'est pas de l'attention et qu'on s'occupe de lui. Alors, peut-être, Pourquoi pas? mais est-ce que du coup, en disant je pense que, c'est pas toi qui t'y positionne comme une interprétation? Si, Voilà, donc si on va chercher plus fondamentalement et juste en termes d'hypothèses et de statistiques, sans porter des je pense que, à quoi on fait face là? Les autres, c'est une question pour tout le monde, hein. Bienvenue Eric, bienvenue Frédéric, bienvenue Jérémy, vous êtes arrivé un peu plus tard. On parle d'un sujet qui a été présenté par Gaëtan, qui est une personne hyper contrôlante, qui a du mal à partir en transe sur ses séances, qui a tendance à tout analyser, qui voit des thérapeutes sur thérapeutes sur thérapeutes à un rythme assez soutenu, et pour lequel Gaëtan a énormément de mal à pouvoir l'emmener en transe, étant donné que la plupart des travaux ne sont pas faits en transe mais de manière cognitive selon le sujet, qui connaît très peu de changements à la suite des séances, ou des changements qui ne vont pas être durables, qui vont être ponctuels et qui, au bout de 72 heures, peuvent reconnaître une totalité des modifications et, selon le sujet, encore une fois, un état qui est empiré. Voilà, en gros, où on en est. Tu me corriges, Gaëtan, si j'ai oublié des infos? non, non, c'est ça. En fait, il fait 2 pas en avant, enfin, et 3 en arrière. En gros, c'est ça. Ok. Mais néanmoins, il est content à chaque séance. Ah oui, oui, franchement, il m'a envoyé un message, il me court d'éloges et de remerciements parce que je consacre du temps et j'essaie de le rassurer, mais je trouve pas la porte d'entrée pour aller l'aider. Voilà. Au niveau du profil de la personne, on est sur un ancien commercial qui ne travaille plus. On ne sait pas la raison pour laquelle il ne travaille plus. Entre 50 et 60 ans. En couple, mais en relation qu'il est en train de remettre en question. Lui, on ne sait pas si c'est compliqué des deux côtés, mais apparemment, lui estime que sa relation est compliquée. Qui ne travaille plus, un ancien commercial qui gagne bien sa vie. Et voilà, c'est les infos qu'on a, c'est ça? Ok. Et avec 2 sous-structures potentiellement traumatiques, avec une noyade ratée, entre guillemets, enfin, lors d'un accident de planche à voile, et une séparation de ses parents plus jeunes qui lui a valu un beau-père qui était violent. Mais on ne sait pas du tout si c'est en lien ou pas avec son état d'aujourd'hui pour l'instant. C'est bon? J'ai tout résumé? C'était une violence Je l'ai psychologique, hein, c'était pas. psychologique. Ok. Donc, face à ça, la question que j'ai posée, c'est face à cette typologie de personnalité, ce profil-là psychologique, allié à l'environnement psychosocial et social dans lequel il évolue aujourd'hui,
dans la volonté et la motivation de voir plusieurs thérapeutes, de plusieurs spécialités différentes à un rythme soutenu, à raison de plus d'une séance par semaine, en mélangeant tout thérapeute confondu, qu'est-ce que l'on peut émettre comme hypothèse du fait que ça bloque et donc comme possible solution pour améliorer la situation thérapeutique et l'emmener véritablement vers un travail, si possible, parce que c'est pas dit que ce soit possible. D'après vous, d'après tout ce que vous avez pu voir sur la plateforme, d'après votre propre expérience. Quelqu'un a une idée? Eric, est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber devant ce type de patient-là, avec qui ça bloque pendant 1, 2, 3, 5, 10 séances? Oui, moi j'en ai un qui est venu, mais c'est sa femme qui l'a envoyé, et puis lui, tout allait bien. Enfin, sa femme, il n'y a rien qui va, puis lui, tout allait bien. Et puis, la peine à mettre en hypnose, la peine à faire le travail, enfin, voilà quoi. Donc, mais celui-là, lui, il n'était pas dans le contrôle, il n'en a pas besoin, mon client. Et puis lui, enfin, le client de Gaëtan, il me semble plus qu'il est dans le contrôle pour échapper à quelque chose. En tout cas, lui, c'est pas sa femme qui l'envoie. Hein. Il est impliqué. Lui, il cherche vraiment à aller mieux. Je tique juste sur un truc, mais la phrase qu'on vient de prononcer, là, que tu viens de prononcer, Eric, il est dans le contrôle et l'interprétation, peut-être pour échapper à quelque chose. Tu peux nous rappeler juste ce qui t'est fait dire qu'il est dans le contrôle? Parce que tu nous as parlé d'éléments, dire ok, il y a du cognitif dans les éléments de transe, il se souvient de sa transe, etc. Il y a d'autres éléments de type contrôle, je sais pas, il faut que ça se passe comme ci, il faut que je sois assis comme ça, il faut que nanana. Le regard extérieur lui impose une sorte d'exigence. Voilà, il faut toujours qu'il soit. Et donc, il a, oui, une espèce de volonté de vouloir plaire, être bon, être le meilleur. C'est pour ça que des fois, alors c'est vrai que c'est un présupposé, mais c'est pour ça que je me dis que ça remonte quand même à l'exigence qu'il a eue avec son beau-père, qui l'humiliait, qui le rabaissait tout le temps, et il a un manque de confiance énorme. Et donc, quelque part, quand il est tout seul, il n'est pas trop mal, mais dès qu'il est... Son paradoxe, c'est ça, c'est qu'il aimerait parler en public, il n'y arrive pas. Il se met dans des situations où il y a toujours le regard extérieur qui est là pour le juger et pour attendre quelque chose de lui, alors que les gens n'attendent pas forcément quelque chose de lui, mais lui, il s'en fait cette idée-là. Et il se met dans des situations, du coup, délicates pour lui, parce que c'est un peu comme s'il voulait chercher justement, s'il avait peur des araignées, il irait les chercher dans la forêt. Quoi. Voilà, c'est ça l'idée. C'est marrant parce que pour moi, c'est la définition exacte de l'inverse de demande de contrôle. Parce que si je suis en demande de contrôle tout le temps, bah, je vais justement contrôler mon environnement pour qu'il ne soit pas apeurant. Je ne vais justement pas me mettre dans des situations dans lesquelles je vais être dans la difficulté. Alors je vais nuancer, c'est peut-être pas contrôle, mais analyse. Il est toujours dans l'observation de lui-même et il n'est pas dans l'instant. Il ne dit pas je suis bien ou pas. Il va chercher à savoir s'il est bien ou s'il est mal. Et ça avec le miroir déformant du regard extérieur. Donc, il serait peut-être pas en contrôle, mais il serait soumis au regard extérieur. Oui, ça c'est une évidence aussi. Et à son regard intérieur aussi. Et à son regard intérieur du regard extérieur que le renvoie les autres. Parce que par exemple, quand sur sa phobie de la planche à voile, enfin, il est tout seul sur sa planche à voile, mais il n'arrive plus à s'éloigner de la plage. Pourquoi il en fait de la planche à voile? Parce que il était bon, apparemment, il s'éclatait. Et puis maintenant, il garde ça pour l'instant, parce qu'il était bon. Ok. Maintenant, pourquoi il fait du théâtre? Et depuis quand? Depuis quand, je ne sais pas. Il fait du théâtre, justement, pour se confronter à ses démons, à ses peurs. Depuis quand il est plus commercial? Je ne sais pas, je ne sais pas demander.
Tu peux les noter, toutes ces questions, elles pourront être intéressantes à lui poser. Ouais. Tu vas voir un peu plus tard pourquoi. Quand il te décrit ces situations de vigilance qu'il porte au regard des autres, dans sa propre construction à lui, et dans l'identité qu'il peut renvoyer pour pouvoir plaire aux autres, il a toujours fonctionné comme ça? Ouais, je suppose. Ok. Tu supposes ou t'en es sûr? Oui, ben maintenant que tu me poses des questions, j'ai du mal. Parce que le problème, quand il arrive, il a un énorme besoin de parler. Déjà, il faut l'écouter un moment. Donc, il te raconte comment s'est passée sa semaine, comment s'est passé son truc. Donc, il te raconte sa perception et sa vision. Moi, je pars du principe toujours que c'est le moment nécessaire pour la personne pour se détendre et se mettre en confiance. Mais moi, j'y porte pas vraiment un intérêt particulier parce que mon intention, c'est de le mettre vite dans la séance. Or, justement, je me rends compte a posteriori que, à part une séance euh, où on avait réussi à mettre en place une safe place, apparemment, c'est la seule qui a à peu près vraiment fonctionné. Parce que justement, il n'y avait pas une attente, il n'y avait pas un enjeu derrière. À partir du moment où il a une attente, il veut un enjeu, il veut un résultat, ben, il se met une pression qui empêche que la séance se déroule correctement. Attends. Jérémy, t'as levé la main? Oui, Oula. euh, j'ai l'impression que cette personne est en recherche de quelque chose. Alors attention. Il est en recherche de bien-être, mais voilà, c'est quoi le Est-ce que bien-être c'est une recherche de bien-être ou est-ce que c'est une recherche de confirmation pour dire bah, finalement, en fait, ce que je vis, c'est pas si bizarre que ça, c'est pas et une recherche de normalité, de confirmation de normalité ou de. Ouais. Alors, C'est de la projection, hein, du coup, mais c'est intéressant ce que tu dis, Jérém. Attention de ne pas tomber dans l'interprétation, toujours bien poser ça en termes d'hypothèse, mais pourquoi pas, effectivement. Gaëtan, par rapport à ce que dit Jérémy, ça fait écho à quoi par rapport à ce que tu as pu remarquer de ce sujet-là? Oui, ben, il a raison, il est dans l'attente de ce regard extérieur. Et c'est vrai que ça fait écho à mon interprétation, qui en est une, effectivement, qu'il a un manque de confiance énorme parce que dans son enfance, il a tout le temps été rabaissé, humilié. Donc, il a ce besoin de faire bien, ah oui, puis il a eu un passage, il me disait quand il sortait, quand il était plus jeune et tout, il était bagarreur, voilà, il fallait que un côté fureur, violence, qu'il avait du mal à contrôler. Et là, il s'est calmé. Mais il s'est calmé, il subit tout le temps, quelque part, cette colère intérieure. Et ouais, mais on n'arrive pas. Moi, j'ai pas réussi vraiment à faire en sorte. Par exemple, les gestes idéomoteurs, j'y arrive pas. Ce monsieur-là, là, Mm. dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui, par rapport à sa situation avant, qu'est-ce qu'on remarque? Du peu d'éléments que tu nous as donnés, qu'est-ce qu'on remarque qui pourrait être intéressant à regarder, à creuser? Les autres. Bonjour Magali, au passage. Bonjour, excusez-moi. Bonjour. Oh non, ne sois pas, c'est super cool de te retrouver sur le live. Alors, d'après vous, Le truc que je note moi principalement, hein, c'est la grosse différence dans la mise en action. On est passé d'une partie de sa vie où il avait l'air, comme tu le dis, extrêmement actif, professionnellement, personnellement, dans ses passions, dans ses trucs, etc., à une posture dans laquelle il a l'air de subir, enfin peut-être subir n'est pas le bon terme, mais grosse phase d'inaction, Oui, oui, de repli, oui, il y a tout sportive, le fait. pro, personnel, et ce qui, et sur ce que c'est l'objet des questions que Jérémy posait tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Qu'est-ce qui a fait rupture entre les deux? Qu'est-ce qui a fait qu'il a arrêté la planche à voile, ou mais aussi qu'il l'a commencé? Qu'est-ce qui a fait qu'il quitte son emploi? Qu'est-ce qui fait rupture? et
plus que dans le côté causal, mais aussi le côté conséquentiel. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a provoqué la rupture? Parce que la rupture, elle a pu se faire de manière naturelle aussi, en termes de, j'ai plus besoin de bosser parce que je suis à l'abri financièrement, donc autant ne plus bosser. Ou j'ai arrêté la planche à voile parce que j'ai eu un accident de planche à voile et j'ai failli me noyer. Ou j'ai arrêté d'être bagarreur parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus les interactions qui me permettent d'être bagarreur. Il n'y a pas simplement le côté causal qu'il faut regarder, mais aussi le côté conséquentiel. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a provoqué ce ou ces multiples changements au fur et à mesure du temps, qui se soient tous passés au même moment ou dans un laps de temps réduit ou allongé, et en quoi et sur quoi, surtout, ça joue sur notre sujet là. Regarde, pose sur un papier la demande de ton sujet. Ta demande de son sujet, c'est se sentir bien dans sa vie, se sentir mieux, se sentir soulagé, plus avoir de peur. Au tout début, c'était sa phobie parce qu'il veut partir en vacances, c'est pour pouvoir remonter dans l'avion. Ok, Avion, mais de manière plus il a- générale, après, ça s'est développé à de multiples phobies, à de multiples stress, à de multiples. chaque fois, il y a un nouveau truc. À chaque séance, il y a une demande, il y a un greffon qui se rajoute. C'est ça. Donc la demande principale, si à chaque fois il y a un greffon qui se rajoute, c'est se sentir mieux, de manière générale. On pourrait résumer à ça. Si tu le marques sur un papier là, à gauche, donc là tu l'as marqué au centre du papier, à gauche, tu vas marquer tout ce qu'il était avant. Donc, sportif, reconnu dans la planche à voile, enfin du moins il se dit qu'il était bon, on lui a dit qu'il était bon. Commercial, il se régalait. qui Voilà. m'a dit. Bagarreur affirmé et qui faisait peur. Ça, je sais pas. Mais bagarreur, oui. Oui, enfin du moins il y va au contact quoi. Déjà il faut qu'il ait un minimum de volonté, de couilles pour y aller. Ensuite, qu'est-ce que tu as d'autres éléments de sa vie d'avant? Quand tu lui demandes et avant, vous vous sentiez comment? Qu'est-ce qu'il te raconte? Qu'est-ce que vous faisiez avant? Non, ça, on l'a pas vraiment abordé. On a abordé plutôt les points négatifs, mais les positifs, il n'y en a pas vraiment. C'est pas grave, on a déjà ça. Ce qu'il est maintenant, c'est-à-dire à la retraite ou en pré-retraite ou rentier, quasiment sédentaire au complet, Oui. et faisant un peu de théâtre. Et phobique surtout. Tu compares et phobique. Donc ça veut dire qu'il a tendance à se cloîtrer, à se renfermer, à se prostraire. Ça marche? Tu compares gauche et droite maintenant. Et tu me tires un profil psychologique de gauche et un profil psychologique de droite en termes identitaires. Qu'est-ce qui joue? Enfin, qu'est-ce qui joue pas, du coup, plutôt? Excuse-moi, t'as dit quoi, Jérôme? Qu'est-ce qui? Qu'est-ce qui joue pas, du coup? Qu'est-ce qui colle pas? Oui. Parce qu'il y a un Suisse, alors du coup, je dis qu'est-ce qui joue pas? Oui, c'était bien ça le. J'ai compris qu'est-ce qui ne loue pas, Jérôme. Non, qu'est-ce qui ne joue pas? Qu'est-ce qui ne colle pas quand tu fais ça? Entre les éléments d'avant et les éléments maintenant. Parce qu'avant, il était dans l'obtention de l'image qu'on attendait de lui, celle qui lui avait été inculquée, on va dire. Et maintenant, cette image, elle lui convient pas vraiment. C'est surtout qu'à travers le côté phobique, qu'est-ce qu'il est en train de rejeter? Il a peur de quoi? Il a peur d'aller sur sa planche à voile, il a peur de prendre l'avion, il a peur de. Il a peur de vivre. Il a peur de vivre. C'est ces mots, ça? Non.
Mais de manière générale, il a d'autres peurs que la planche à voile et que l'avion? Il m'a dit la peur du regard des Il a autres, peur de parler en public, peur de parler en public, ok. alors qu'il aimerait. Alors, attends. Marque-les toutes ces peurs-là, du côté droite. Et maintenant, à gauche, tu vas me marquer toutes les aisances qu'il devrait avoir par rapport à son travail, par rapport à son sport, par rapport aux interactions qu'il avait avec les gens, et tu regardes si ça colle. Mais non. Et non, ça colle pas. C'est le contraire, c'est antagoniste. Donc, là, si on fait cette schématique, qu'est-ce qui choque? C'est quoi son problème? Les autres. La confiance en lui. De manière plus large. C'est pas sa confiance en lui, c'est pourquoi il n'a pas confiance en lui. Aujourd'hui. Il sait plus qui il est. Ah, un conflit identitaire. Pourquoi maintenant? Parce que tout ce qu'il faisait, il a arrêté et là, il se retrouve dans l'inaction. Et tout ce qu'il faisait, ça faisait quoi? Ça a construit quoi pour Il y lui? avait Ça a construit ce qu'on attendait de lui, quoi. Et donc, il a construit son identité en fonction de vecteurs extérieurs. d'ailleurs, Il s'est construit lui en fonction de vecteurs extérieurs qui l'ont influencé directement pour se construire lui dans son identité. Donc son identité était en fonction d'eux et en fonction de la totalité des rapports qu'il avait de l'extérieur, donc ce que l'on renvoyait de lui. Sauf qu'aujourd'hui, il n'a plus ces vecteurs-là qui le maintiennent dans cet environnement dans lequel il a construit une identité qui n'est pas la sienne, mais qui est le reflet même de son environnement. Et aujourd'hui, il fait face à quoi? Moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est la partie chronologique. Parce que ça fait, d'après ce qu'il m'a dit, ça fait 30 ans qu'il n'est pas bien, quand même. Et Ben, en oui, fait, oui, exactement, ça va rejoindre ça. ça se dégrade, ça se dégrade, ça s'accentue. Mais ça fait 30 ans qu'il cherche à aller bien. Alors, donc, ça s'est quand même déclaré de bonheur, quoi, Ça fait 30 ans qu'il cherche quoi? ça fait 30 ans qu'il se met lui en retrait pour correspondre à ce qu'on attend de lui. Sauf qu'au départ, ça ne le dérangeait pas puisqu'il était dans une dynamique. Maintenant qu'il arrive à 50, 60 balais et qu'il n'a plus aucune dynamique, ça provoque quoi? Une reclusion. C'est qu'il ne sait pas qui il est, en fait. Et qu'il a besoin de rapports avec les autres pour savoir qui il est, en sachant qu'on a rajouté le facteur qu'il ne peut plus faire ce qu'il faisait avant, qui lui permettait d'avoir l'identité qui s'était construite à travers ça. Donc en fait, tu es dans un triple conflit identitaire. Ce qu'il était avant grâce aux influences extérieures, ce qu'il est maintenant à cause de ces influences extérieures qu'il n'a plus et qui ne sont plus les mêmes, et ce qu'il aimerait pouvoir conserver de ce qu'il était avant, qui lui apportait un minimum de confiance dans le regard des éléments extérieurs, et à quel point les éléments extérieurs sont pour lui. Ce type de conflit-là, on le retrouve quand? On le retrouve. Est-ce qu'on le retrouve de manière régulière, non régulière, et sous quel type d'influence on peut le retrouver et pourquoi dans notre société? Non, ça ne vous dit rien. J'aurais dit à la crise d'ado, mais De quoi? j'aurais dit à la crise d'adolescence, mais Mais c'est ça que ça correspond un petit peu à la crise d'adolescence. C'est qu'à un moment donné, tu vis un conflit identitaire entre ton épanouissement et ton ouverture au monde, ton émancipation de ton cadre familial, qui est ta structure sociale et psychosociale principale, à une ouverture sociale et psychosociale au reste du monde. Et du coup, ça crée ton profil initiatique qui va te permettre de construire ton identité au fur et à mesure, mais non pas en fonction des influences extérieures, mais de comment toi, tu te positionnes face à ces éléments-là. Normalement, une construction identitaire, c'est censé aller dans ce sens. Ce que toi, tu donnes au reste du monde, et pas ce que tu veux être pour le reste du monde. Ça va? Donc, si tu aliènes ta construction identitaire au détriment de ce que tu es profondément et de comment tu te positionnes grâce à tout ce que tu as appris dans ton enfance,
face au monde et que tu l'exprimes. Si au contraire de ça, tu viens prendre les éléments pour y correspondre, pour te construire l'identité nécessaire à répondre à ce que l'environnement demande de toi, et ben du coup, tu passes à côté de ta vie, quelque part. Le problème, c'est que quand tous ces éléments-là qui ont construit ton identité, quand tu as passé ton temps à être le meilleur commercial pour ta boîte et que tu as toujours été au tableau d'honneur, quand tu te conditionnes à être le meilleur au lycée parce que tu es toujours au tableau d'honneur et tu es toujours mis en valeur, quand tu te conditionnes à être le plus grand bagarreur pour que personne vienne te faire chier, quand tu te conditionnes à être le plus costaud et le plus esthétique possible pour attirer tous les regards, ou quand tu te cantonnes à faire de la planche à voile au bord de la plage pour que tout le monde puisse voir quelle bonne figure tu es capable de faire ou à quel point tu es musclé sur ta planche. Au bout du compte, est-ce que tu fais ces choses-là pour toi? Donc, est-ce que tu es ce que tu penses être pour toi ou est-ce que tu es ce que tu penses être pour les autres? Ouais. Et quand tu perds toutes ces activités-là, que tu es dans le faire en permanence, qu'est-ce qui se passe quand toutes ces choses-là, tu ne peux plus les faire aussi bien qu'avant, il n'y a plus la dynamique de progrès, ou que tu ne peux plus les faire tout court? Et du coup, quelle est la problématique que ça pose dans le conflit entre ce que j'ai été et ce que j'aimerais continuer à être dans ce que ça m'a apporté, les bénéfices secondaires que ça m'a apporté, et ce que je peux me permettre d'être, mais ce qui me fait peur à être parce que j'ai envie de m'affirmer tel que je suis réellement. Je vous ai tous paumés? Il y a encore quelqu'un? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous donne ça ou pas? Ça laisse songeur, en fait. De quoi? Ça laisse songeur, parce que derrière, tu te dis, mais comment ramener la personne à ce qu'elle est plutôt qu'à ce qu'elle fait? En sachant que là, on hypothétise quand même pas mal sur un état qui pourrait être. Ça tombe, on est complètement à côté en plus. Donc, C'est ça. Pour l'instant, ce sont des hypothèses. Là, tout ce qu'on a vu, c'est en redressant sur le papier ce qui se passe à gauche, ce qui se passe à droite, et on voit qu'effectivement, il y a un conflit identitaire. Ça, c'est le seul truc qui se résume. Donc maintenant, comment on va pouvoir baser là-dessus? Comment on va pouvoir travailler là-dessus? Et sur quoi il va falloir appuyer? Sur quoi il va falloir cliquer pour pouvoir réveiller un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur? Le premier truc que j'aurais envie de faire, ce serait d'une part, d'aller plus dans le détail parce que, depuis le début, on est quand même pas mal sur, du mal-être, du pas bien, alors il y a des points de détail sur, ouais, sur une phobie de l'avion, sur une phobie de la planche à voile, sur un truc, mais qui, comme tu le disais, sont pas forcément, ont pas forcément été mis dans des cadres de tests. Et bah, tiens, week-end prochain, je remonte sur une planche à voile, dans 3 semaines, je prends l'avion, et cetera. Pardon, excuse-moi. Ça, on n'a pas pu le tester ni le vérifier, mais de notre côté, c'était un petit peu l'attente et la demande, mais il n'y a pas vraiment eu a priori, même d'embryon de résolution. Voilà, parce que justement, les séances n'évoluent pas, parce que il s'est tellement enfermé dans des croyances, dans des certitudes, dans des schémas qu'il tourne en boucle. Il arrive pas. Justement, j'aurais tendance à voir les choses à l'inverse. Que c'est pas la séance qui n'avance pas, enfin, la planche à voile qui n'avance pas parce que la séance n'avance pas, mais la séance qui n'avance pas parce que la planche à voile n'avance pas. Et c'est ça, quelle est la poule de l'œuf? Ouais. Parce que tant que, imaginons, moi j'habite à Strasbourg, hein. Donc en termes de planche à voile, c'est pas ouf. Si demain, je te dis, ouais, mais j'ai envie de pouvoir être à l'aise sur une planche à voile, indépendamment d'une question de phobie, de trucs, etc., il y a un moment, il va falloir que je me bouge et que je prenne ma voiture ou un billet de train ou un machin, que j'aille effectivement voir comment ça se passe sur une planche à voile. Tant que j'ai pas pris mon billet de train, ma voiture et mon truc, peut-être que j'ai une phobie, peut-être que j'en ai pas, peut-être que je me dis que j'en ai une phobie, peut-être que je me dis que j'en ai pas, mais je reste sur des peut-être. C'est surtout qu'est-ce que ça ferait de monter sur une planche à voile? Mais là, il pratiquait la planche à voile, il aimait justement aller loin, aller au large. Ça, c'est qu'est-ce que ça faisait. Oui, moi, je te dis qu'est-ce que ça ferait. Non, mais et dernièrement, après, il a arrêté parce qu'il avait peur
je suppose qu'il y a eu une dernière fois où il a pris sa planche et il n'a pas pu s'éloigner du bord. Donc, il a dit, ça va Ah, c'est qu'est-ce que ça faisait? Moi, je c'est dis, plus la peine qu'est-ce que que je... ça faisait? Oui. Et Qu'est-ce que il ça faisait? s'est arrêté. Du coup, il ressent ça comme une privation. Ça, c'est qu'est-ce que ça faisait. Moi, je te dis, qu'est-ce que ça ferait maintenant qu'il monte sur une planche à voile? Ouais, d'accord. Et puis le Le côté. problème, le ça, je problème, te- c'est qu'on suppose qu'il y a eu un traumatisme sur la planche à voile. Alors que l'idée du traumatisme qu'il t'a affirmé en me disant qu'il a failli se noyer peut être l'excuse d'un élément sous-jacent influenceur du fait qu'il ne fasse plus de la planche à voile et qui justifie le fait qu'il ne veuille pas vivre d'éléments qui puissent le permettre de le remettre face à la planche à voile parce qu'il y a ce putain de bénéfice secondaire ou cet élément influenceur sous-jacent en dessous. Donc la question qu'on pourrait lui poser, c'est qu'est-ce que ça ferait là, de manière cognitive, si tu remontais sur une planche à voile? Tu veux faire la planche à voile, qu'est-ce qui t'en empêche là? Pourquoi tu n'irais pas? Là, tu vas avoir des micro-expressions spécifiques, tu vas avoir un comportement spécifique, et même s'il te dit, ben, non, mais j'irai pas. Pourquoi tu n'iras pas? Ben, parce que j'ai failli me noyer, nanana. Tu vas vite voir si la charge émotionnelle que tu as rechargée en disant qu'est-ce que ça ferait si tu montais sur la planche est la même quand il aborde son sujet traumatique ou pas. Et donc savoir si ça vient de ça ou pas. Et donc savoir sur quoi creuser. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai compris. Au moment où tu posais la question, j'ai vu le déclic. C'est-à-dire que là, si on regarde plus dans la globalité que dans le détail de chacune des phobies, on a un ensemble de phobies qui se créent dans un ensemble de temps progressif, mais qui touchent tous à la même chose, c'est-à-dire ce conflit identitaire qui petit à petit perd en intensité et qui va se transformer vers d'autres activités. C'est-à-dire qu'on a une modification identitaire en fonction des différentes influences de son environnement. Donc, si on le compare à ce qu'il était avant, ou si on le ramène à ce qu'il a vécu avant, on donne les justificatifs de ce qu'il était avant, mais qui ne peut plus être aujourd'hui. Donc en fait, on ne fait que nourrir le problème. Si par contre on le confronte à ce qu'il faisait avant, mais qu'il le ferait aujourd'hui dans la personne qu'il est en train de devenir maintenant, tu le confrontes à ce qu'il va devenir et donc aux peurs qu'il a de devenir ça. Et donc tu n'es plus dans la ratification d'une problématique stagnante qui vient l'enfermer dans cette tristesse qui devient de plus en plus identitaire. Mais au contraire, tu viens le dynamiser dans la totalité des véritables peurs qu'il doit affronter à travers celle qui s'est construite comme excuse. Le problème, c'est pas l'avion, le problème, c'est pas la planche, le problème, c'est pas tout ça. Sinon, il continuerait pas à rajouter des phobies les unes après les autres. Le problème, c'est qu'est-ce que ça lui emmène de se confronter à ces choses-là. Ouais. Ça, j'en suis bien conscient et même je lui dis c'est un ensemble. Je dis, ça, c'est une cristallisation ce sont des détails qui viennent faire apparaître un mal-être et c'est pas le fait de monter dans l'avion ou de monter sur la planche à voile qui va résoudre le problème. C'est qu'il faut aller creuser plus profond, mais plus profond. Et justement, quand on rentre en transe, c'est quand même compliqué d'ouvrir la brèche, d'ouvrir la porte. La phrase là, que tu viens de prononcer là, il faut aller plus profond. Qui est-ce qui la prononce celle-là? Ça, c'est moi. Ouais, qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que je vois bien que ce sont des épiphénomènes, tous ces trucs-là, pour lesquels il vient. C'est des sonnettes d'alarme, c'est pas le propos. Il y a un truc plus profond qui est ancré depuis longtemps. Et il s'est tellement ancré dans son système de croyances, Attends. Ouais. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est justement ancré depuis longtemps et puis plus profond? Ben, c'est lui qui me le dit. Parce que ça fait 30 ans qu'il n'est pas bien, ça fait 30 ans que ça ne va pas, et ça fait 30 ans qu'il cherche une réponse et une solution. Il cherche une réponse ou une solution? Ben, lui, pareil. pour lui, c'est la même chose. S'il trouve la réponse, c'est une solution. Si tu lui poses la question. Et moi, je lui ai dit que s'il avait eu la possibilité de la trouver, ben, il ne serait pas là à en discuter. Donc, c'est que ça se situe à un niveau différent de conscience. Et c'est pour Ou alors qu'il n'y a pas de réponse. Imagine un système dans lequel il a juste petit à petit abandonné des trucs. Et puis je suis un peu pas bien, puis je suis un peu machin, puis je suis un peu truc, et que petit à petit, parce que je suis pas bien, parce que je suis un peu déprimé, parce que X chose, je vieillis un peu, j'ai mal aux genoux, la météo est pas ouf, et que petit à petit s'accumule un certain nombre de choses qui constituent des bouts de problème, etc. Oui, alors Tant qu'on cherche une solution,
Non, pardon, tant qu'on cherche le problème, la racine du problème, le truc qui vient, le mal qui vient de plus loin, etc. Si jamais il n'existe pas, si jamais il n'y a pas la boîte noire, le Oui. trauma initial, le machin, etc., bah alors chercher la solution, tu pourras le faire autant de temps que tu veux, qu'il veut. Et ça peut faire 30 ans qu'il cherche la réponse sans jamais installer la solution. Alors, c'est un peu comme ça que je lui ai vendu l'hypnose, en lui disant que depuis 30 ans, il cherche de manière rationnelle, cartésienne, une explication à ce qui ne va pas. Et je lui ai dit, grâce à l'hypnose, on va aller chercher, on va aller explorer un domaine sur un point de vue émotionnel. Sauf que justement, les émotions, il est blindé, il s'est fait une carapace. Et les émotions, il n'y va pas. Et sur quoi on peut appuyer? Et bien maintenant, tu m'as donné un levier, là, j'ai vu, là, avec ce que tu m'as dit sur qu'est-ce que ça ferait s'il remontait sur sa planche à voile ou quoi. Voilà, là, je pense avoir le levier nécessaire pour lui faire monter une charge émotionnelle. Après, à voir si j'arrive à placer l'induction au bon moment. Jérémy? Au bon timing. Alors, ce que je vois aussi, c'est qu'à chaque fois, il revient parce qu'il est dans l'expectative. Et que justement, peut-être que il ressent quand il repart un bien-être et qu'il se remet dans l'expectative derrière. Alors, il vient, il dit voilà, je veux aller mieux. Il est dans l'expectative d'un mieux-être qui vient qui dure un temps là avec les séances d'hypnose qui ne tient pas. Parce que ponctuellement, il arrive à peut-être à se remettre dans le présent et à se ressentir dans le présent et qui repart dans l'expectative derrière d'un potentiel meilleur. C'est un peu son processus. C'est pas clair, c'est peut-être pas clair. Les autres? Ouais. Bien vu de tout ce qu'on a abordé là. Moi, si je puis me permettre, de tout ce que j'ai entendu, alors c'est qu'une hypothèse, hein, j'ai l'impression que, si j'ai bien compris, c'est un monsieur qui avance dans l'âge, qui a arrêté de travailler, qui fait moins de sport peut-être parce que l'âge aussi, il est peut-être moins bagarreur et peut-être physiquement moins bien qu'il y a quelques années. J'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose de plus méta qui est derrière. C'est une structure qui tient le tout parce que toutes ces phobies, elles ont apparu petit à petit. Et tout ce qu'il faisait, tout ce qui faisait, comme il était dans le faire, ça maintenait comment je trouve plus le mot. Enfin bref, ça va me revenir. Ça maintenait l'homéostasie parce que ça lui renvoyait quelque chose de lui dans sa vie, qui maintenant ne lui renvoie plus puisqu'il peut plus tout, il est plus dans le faire. Donc, comme il est plus dans le faire, ça remet en question toute sa construction et peut-être que le fait aussi d'aller voir tous ces thérapeutes, moi, ça me pose question, ça. Du coup, Voilà. Ça, c'était ma question du début, un peu. Est-ce qu'il n'y a pas un bénéfice secondaire pour qu'on s'occupe de lui, justement, et que ce soit une espèce de quête permanente d'attention? alors le problème, c'est que si on rentre dans ce jeu-là, qu'on arrive sur cette interprétation-là que tu viens de poser, Gaëtan, cette hypothèse, que effectivement ils viennent pour chercher de l'attention. Qu'est-ce qui se passe si toi et les autres thérapeutes profitaient de ce besoin d'attention pour mener séance sur séance? Moi, je ne veux pas être ni son gourou, ni sa coque, tu vois, donc je ne veux pas être. Moi, Plus que ce que tu voudrais faire, qu'est-ce qui se passerait potentiellement pour lui, en termes de bénéfices et en termes de conséquences, de risques. De toute façon, je lui en ai parlé. C'est moi qui ai imposé d'espacer les séances parce qu'il était prêt à venir une fois par semaine. Je lui ai dit il faut d'abord que ça infuse, il faut laisser décanter, il faut voir comment ça évolue. Et puis je lui ai dit vraiment, moi mon but c'est d'arriver à autonomiser les gens et pas de les rendre dépendants de quoi que ce soit, même si c'est moi, pour qu'ils se sentent bien. Donc ça, juste répondre à la question. Moi j'ai posé déjà ce cadre. Qu'est-ce que factuellement ça lui apporterait de rentrer dans une relation thérapeutique de ce genre, et qu'est-ce que factuellement ça lui apporterait
comme conséquence, ça pourrait apporter comme conséquence de rentrer dans ce type de truc? Juste de manière factuelle. Bénéfices, les bénéfices, ce serait quoi? De se On sentir répond bien. à sa demande. Oui. Voilà, on répond à sa demande, donc potentiellement, il va se sentir mieux, puisque après tout, on lui donne ce qu'il potentiellement il pourra attendre. Donc, s'il va avoir plusieurs thérapeutes plusieurs fois par semaine et qu'à chaque fois, chacun d'eux vient ratifier le fait que il peut venir la semaine d'après, raconter, vider son sac, au bout du C'est un compte, on fera. dep Donc, conscient. dans la forme, il se sentira peut-être mieux. Dans le fond, par contre, ça risque d'apporter quoi comme conséquence? Une dépendance. Une autre Alors, plus qu'une dépendance. dépendance, c'est qu'on va l'enfermer dans son problème. Parce que si vous restez que dans la forme à chaque fois, que dans la possibilité solutionniste de lui fournir ce qu'il attend, c'est de pouvoir parler, au bout du compte, il va vous parler, mais ça ne le fera pas avancer sur sa problématique, quelle qu'elle soit. Ça n'apporterait ni une approche solutionniste, ni une approche systémique. Ça ne lui permettra pas d'avancer. Ça va? Ça peut même Donc, amplifier ce souci, parce qu'il va s'enfermer dans son système. Oui, oui. possiblement. Alors après, on est toujours sur des hypothèses. Hein. Guilain, Oui, tu veux oui. parler? Il sortait d'une psychanalyse qui a duré 2 ans. Quoi. Ouais, Guilain. Justement, s'il est dans les justement dans le... là, ça n'a pas servi à grand-chose. Hein. Il faut surtout pas lui permettre de se placer dans la possibilité de pouvoir dire j'ai tout essayé, je vais mal depuis 30 ans, j'ai tout essayé et rien n'est susceptible de m'aider et rien n'est susceptible de trouver la cause à mon problème. Je suis un cas désespéré. Et- Il faut pas lui laisser l'opportunité de pouvoir faire ça. Ni même de le penser un seul instant. C'est pas simplement de le dire ouvertement, c'est qu'il puisse se positionner dans une stagnation fataliste de ce type-là. Par contre, ça veut dire quoi? Si on reprend la phrase que tu disais avant, de dire, tiens, est-ce qu'il est en recherche d'attention? Option A, ok. Imaginons que c'est vrai. Il est en recherche d'attention. Option A, du coup, profitons-en, ça fait des thunes pas chères, hop, je le vois toutes les semaines, nickel, il est content, nanana, nanana. Bon, t'es pas dans cette optique-là, Gaëtan, tant mieux. Option B, c'est quoi, du coup? Pas le laisser parler. Ouais, l'écouter. Ah, vous avez dit l'inverse. Le... Il y en a un qui dit pas le laisser parler, l'autre l'écouter. Donc, c'est quoi le truc? Ah, oui, non, mais je veux dire, lui, ce qu'il veut, c'est être écouté. C'est ça. Si tu dis qu'il est en recherche d'attention, option A, tu lui dis, ok, vous êtes en recherche d'attention, je vous donne de l'attention, vous me payez pour que je vous donne de l'attention, on ne cherche pas forcément à aller mieux, et à ce moment-là, qu'il vienne chercher un massage ou une technique d'hypnose, peu importe. C'est l'hypnorelaxation, pourquoi pas, ça lui fait du bien. On n'avance pas d'un iota, mais ça fait du bien. Il a son attention, il est content. Mais ça n'avance pas. Option B, tu ne veux pas rentrer là-dedans, tu dis non, je ne fais pas de massage, je ne fais pas de machin, je ne suis pas là pour l'extorquer ni pour être son gourou. Donc, je le vire en fait. C'est ce que c'était en train de commencer à faire, en train de dire on va espacer les séances, je ne me mets pas cette option, je l'adresse à Jérémy pour un truc, c'est-à-dire, je le renvoie, je ne suis pas susceptible de vous aider. Est-ce qu'il n'y a pas une troisième voie? Peut-être si tu as bien le lien avec lui, au bout d'un moment, lui mettre devant ses incohérences et lui demander ce qu'il a envie de faire. S'il a envie de continuer à aller voir plein de thérapeutes comme ça, continuer à rester dans son système de fonctionnement, ou s'il a envie de faire d'une manière différente et peut-être prendre un autre chemin. Ouais, mais il va vouloir éviter en disant non, je suis là, je viens vous voir pour aller mieux. Et donc il va se remettre dans cette recherche d'attention ou dans cette demande de recherche d'attention. Parce qu'au final, l'option A, Guilain, de l'écouter, c'est ok, voilà, on est clairement il est dans cette recherche d'attention. Le refiler à quelqu'un, espacer les séances et de le remettre dans cette position, de toute manière, je suis un cas impossible, je suis quelqu'un d'incurable et je vais rechercher l'attention, mais ailleurs. La troisième option, ce serait de le confronter.
Mhm. Et peut-être aussi de remettre en doute notre propre pensée depuis le début, qui est celle qu'il est en recherche d'attention. Aussi. Si tout notre truc, c'est tiens, on recherche, cette personne est en recherche d'attention. Donc, de là, mince, qu'est-ce que j'en fais, etc. Pourquoi, d'où est-ce que ça vient? Déconstruire cette pensée-là peut être aussi lui permettre à lui de dire attends, mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous venez chercher? De lui poser la question, tout simplement, plutôt que de se dire que il doit être en recherche d'attention. De le forcer à répondre à cette question. Et de ne pas se contenter d'un je cherche à aller mieux. Ça veut dire quoi aller mieux? C'est quoi en pratique? C'est quoi? C'est comment? C'est quelles sont les étapes qui te permettront de savoir que tu es allé mieux? Qu'est-ce qui te permettra la semaine prochaine, quand on va se voir, c'est de me dire que c'est une petite étape, mais c'est toute l'orientation solution, c'est la plus petite différence qui fait différence. C'est de l'obliger, alors on peut appeler ça confronter, hein, Jérémy, Carré, l'obliger à répondre à la question, mais qu'est-ce qu'il vient chercher? Ça veut dire qu'au À ce lieu de moment-là, creuser ces problématiques proposées, qui sont que des écrans de fumée qui font que chacun des thérapeutes se fracasse, plutôt aller voir ce qu'il y a en dessous et dans le véritable rapport de ce qu'il vient réellement chercher, et en tapant et en creusant là-dedans, venir sortir exactement quelle est la véritable problématique, et après choisir si tu pars vraiment sur une approche solutionniste ou autre. Ce qui sera certainement le cas sur cette typologie d'accompagnement-là. Mais c'est ça, c'est au lieu de se baser sur j'ai peur de l'avion, j'ai peur du machin, j'ai peur du public, et je vais travailler là-dessus, et j'essaie de provoquer une transe là-dessus qui ne passe pas, et pour cause, c'est ok, mais à ce moment-là, pourquoi vous voyez autant de thérapeutes? Pourquoi vous venez réellement? C'est quoi le truc? Je viens pour aller mieux. Ok, mais pourquoi? C'est quoi aller mieux pour vous là? Si vous me dites que vous venez pour aller mieux, c'est que vous vous sentez pas bien? Ouais, c'est ça. Ok, pourquoi vous ne vous sentez pas bien? Et qu'est-ce que ça apporterait ça comme nouveau terrain de travail, comme nouveau terrain de communication et donc comme nouveau terrain émotionnel? C'est le cadre que j'ai posé, mais c'est vrai que je lui ai plutôt expliqué, parce que je lui ai dit qu'il était à la fois la cause, à l'origine de ces problèmes, mais qu'il avait en lui les solutions. Et que jusqu'à présent, les solutions qu'il avait cherchées étaient uniquement des solutions logiques, rationnelles. Et que les solutions que l'hypnose pouvait permettre, c'était d'aller les chercher d'une manière émotionnelle, chose qu'il ne savait pas faire. Oui, mais en disant ça, tu te positionnes comment? Donc, du coup, j'impose un peu un cadre. Moi, j'ai essayé de montrer que la solution dépendait de lui, pas de moi, déjà. Et que le souci, c'est que justement, il a peur de se confronter à ses émotions. Donc, c'est sans doute pour ça aussi que j'arrive pas parce qu'il y a un enjeu, il y a un endroit où il ne veut pas aller, d'une certaine façon. Oui, mais en le disant comme ça, c'est toi qui le dis et qui l'affirme, donc tu fais un recadrage, alors qu'en posant des questions, tu fais quoi? Oui, en posant des questions, je l'amène à réaliser, à comprendre des choses. Voilà. Tu l'amènes à s'engager aussi, à répondre à ta question. C'est le gros problème que j'ai pris des petites notes là depuis tout à l'heure, c'est noté là tout en haut, c'est l'engagement. Il est en recherche de solutions, c'est bonjour monsieur le thérapeute, j'aimerais 3 kilos de solutions s'il vous plaît. Mais ça, dès le début, je lui ai dit que je n'avais pas la baguette magique, que je ne pouvais pas. Oui, mais tu as complété ta phrase par contre, votre inconscient l'a. Oui, par contre. Du coup, il s'est retourné et il a dit bonjour inconscient, donc je voudrais 3 kilos de solutions s'il vous plaît. Ouais. Et bien sûr que l'inconscient est un beau réservoir de solutions, etc. Mais je rappelle cette étude qui était extrêmement importante dans toutes les psychothérapies, quelles qu'elles soient, psychanalyse, hypnose et machin, etc. La majeure partie du changement est liée, à l'engagement du sujet, 2, au relationnel entre le praticien et le sujet. Sans l'engagement, et il reste je crois 10 ou 20% de l'efficacité qui va être liée à la technique en elle-même, y compris l'hypnose. Et toute la plus belle hypnose du monde, etc., ne pourra rien
face à un sujet qui n'est pas engagé, avec un relationnel qui n'est pas de bonne qualité. Et donc, attention à ce relationnel-là et attention à cet engagement-là. L'engagement, c'est pas juste je viens toutes les semaines consommer, c'est je suis créateur du changement, je m'engage dans le changement. Et donc, typiquement, ces sujets, ces patients qui sont en errance thérapeutique, en errance de praticiens, etc., c'est quasi systématiquement des gens qui ne sont pas engagés, et qui pensent être extrêmement engagés parce qu'ils dépensent beaucoup d'argent, mais qui sont très peu engagés, notamment très peu engagés émotionnellement. Et là, on y retrouve l'intérêt de l'hypnose, l'intérêt qu'on peut retrouver de dire, tiens, mais comment stimuler son truc, va pas interroger la planche à voile ou machin, va interroger l'engagement dans la thérapie. Et c'est là, je pense que tu vas potentiellement trouver la... C'est ça. Et l'erreur, la grande erreur que font plein de thérapeutes, c'est de croire que tu peux engager et motiver ton sujet en venant recadrer avec des phrases, comme tu disais tout à l'heure, Gaëtan, en mode et de toute façon, on va travailler ensemble, c'est vous qui avez vos solutions en vous et vous êtes à la source du problème au départ et on va travailler à ce que vous et votre inconscient puissiez trouver des solutions émotionnelles A. Quand tu dis ça, tu portes une affirmation. C'est comme si à un moment donné, tu joues aux échecs, tu as ton joueur en face, et tu lui dis, à partir de maintenant, on va jouer. Alors, je te préviens, je vais te faire un coup du berger. Et dans le coup du berger que je t'apporte, eh ben, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Je vais bouger telle pièce, telle pièce, telle pièce. Et en 4 coups, tu seras échec et mat. Si tu lui annonces le coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, il va mettre en place, de manière très logique, tout ce qu'il faut pour pas que tu puisses réaliser ton coup du berger. C'est exactement la même chose. Si tu commences à lui dire et il va falloir vous engager dans la séance et on va faire ci et ça va marcher comme ça et seul votre inconscient a les réponses A, tu vas lui apporter des affirmations qui vont lui donner des billes et donc des influences et qui vont l'encourager à ne pas s'engager au fond, mais à construire un faux engagement, un faux semblant d'engagement qui va le mettre dans une position de force par rapport à toi, une position d'attente. Si on veut vraiment pouvoir jouer sur les éléments motivationnels, réussir à faire bouger le sujet, à le dynamiser, il faut venir le questionner, le rentrer dedans. Bien sûr que dans cette stratégie, tu as cette notion de vouloir aller toucher les éléments implicites de sa conscience auxquels il n'a pas accès, aux éléments qui sont refoulés et lui ramener à la mémoire. Ou lui ramener à l'expression plutôt. Si tu as cet objectif-là, arrêtez de donner les clés de vos outils, mais utilisez-les plutôt. Oui, Jérémy, là j'ai en plus envie de dire par rapport à ce que tu viens de dire, de rebondir dessus, c'est que tu le remets presque dans la même situation qu'il était avant, quelque part. Parce que ça vient encore de l'extérieur et du regard de l'autre et de ce que l'autre va dire. Moi, à mon sens, là, en tout cas, c'est une supposition. Hein. Je suis pas tellement dans le truc de dire il a besoin d'attention. J'aurais plus tendance à dire peut-être il vient pour se prouver qu'on peut rien pour lui. Plus ça. Et j'ai envie de dire, c'est là, moi j'ai la sensation que c'est vraiment une question de connaissance de soi. Et à ce même titre, je veux dire, c'est pas comme une séance d'hypnose où on va faire de l'idéomoteur et tac-tac et le lendemain tout va bien parce que là, il s'est construit sur le regard de l'autre. Et maintenant, comme il n'y a plus de surface projective sur lequel il peut rester construit, eh ben, il y a peut-être un chantier à défaire et à refaire. Et là, c'est plus, ça demande un peu plus de temps, ça demande de l'engagement, comme dit Jérémy, de la responsabilité et d'apprendre à se connaître, mais faut le questionner. Faut le questionner pour qu'il justement il soit en tri interne et qu'il se pose des questions sur lui. Parce que si on lui amène, comme il dit, des solutions toutes faites, il va rien faire. Il va pas s'engager ni se responsabiliser. Je sais pas, hein, c'est une supposition, hein, mais s'il commence à bouger lui en se responsabilisant, les phobies vont sauter, hein, à mon avis. Hein. Donc, sur quoi on se concentre? Sur ce que ça va lui apporter de changer, sur ce que ça va lui permettre de faire s'il peut reprendre l'avion, s'il peut remonter sur la planche à voile. Alors, essayer de le dynamiser.
Essayer justement de le faire se projeter dans ce que ça va lui apporter et pourquoi il a besoin que ça lui apporte quelque chose. Et dans quel objectif? Cette projection dans ce qu'il voudrait faire mais qu'il ne peut plus faire et sur ce que ça provoquerait s'il les faisait, c'est dans quel objectif? Le redynamiser, lui repermettre de... Non, ça, ce serait la forme, mais dans le fond. Aller taper dans les sous-structures qui font mal. Ton objectif, en lui demandant qu'est-ce que ça ferait là si tu montais sur une planche, c'est pas de savoir qu'est-ce qui va pouvoir le motiver à remonter sur la planche, c'est de savoir ce qui l'empêche à monter sur cette putain de planche. Donc, c'est de regarder tout l'aspect de son comportement et de ses émotions au moment où tu poses la question et de ne pas attendre sa réponse. Et quand ces émotions apparaissent, de le relancer sur ces émotions-là qui apparaissent et pas d'attendre encore une fois sa réponse. Oui. Si à chaque fois tu attends la réponse, lui, il va te diriger effectivement sur les objectifs et sur ce que ça amènerait de bien dans sa vie de pouvoir le faire. Mais en aucun cas, ça pourrait débloquer la situation qui pourrait lui permettre de le faire. Alors que si tu viens le recadrer sur ce qu'il ressent plutôt sur ce qu'il en dit, il n'aura pas le temps de poser des excuses à ne pas pouvoir le faire et de porter des projections à ce que ça pourrait lui emmener, mais plutôt de pouvoir se concentrer sur ce que ça lui fait vraiment, de se projeter à monter sur cette putain de planche. Ouais, mais c'est ça que j'ai du mal à faire, à garder cette cadence, ce rythme soutenu comme tu sais le faire, qui fait que chaque fois, il retombe dans les réponses, dans la rationalisation qui le sécurise. Tu vois. J'ai du mal à basculer justement dans le truc qui fait mal. Et du coup, de manière plus simple, au lieu de rentrer par la porte de l'une des phobies, qu'est-ce que ça ferait de monter sur la planche, qu'est-ce que ça ferait de remonter dans un avion, qu'est-ce que ça te fait quand tu fais face au public, qui du coup t'apporte les deux possibles réponses, c'est-à-dire à la fois la réponse émotionnelle et la réponse cognitive qui va à l'encontre de la réponse émotionnelle. Comment je peux trouver une thématique et un stimulus qui me permettent uniquement de me positionner sur l'émotionnel. Et à ce moment-là, c'est, vous êtes là pourquoi? Ben, je suis là pour aller mieux. Non, vraiment, là, vous êtes là pourquoi? C'est quoi le problème? Le vrai problème, c'est quoi? Ça, là, c'est quoi? Parce qu'on me dit que vous voulez régler un problème et vous voyez 15 milliards de thérapeutes différents et à chaque fois vous énoncez la même chose pour finalement tomber dans les mêmes problématiques sans avancer. Donc, c'est quoi le problème? Il va dire qu'il ne sait pas. C'est ça le truc. Ah, Il va dire qu'il ne sait pas. eh ben, c'est pas grave. Il peut te dire, je sais pas. Par contre, comment il a réagi? Oui. Est-ce que c'est une micro de peur qui est apparue? Est-ce que c'est une micro de colère? Est-ce que c'est une micro de mépris? C'est quoi la micro qui est apparue? C'est quoi son comportement? Est-ce qu'il s'est redressé une fois qu'il a eu cette micro? Est-ce qu'il s'est prostré? Est-ce qu'il est plus tendu? Est-ce que sa peau est plus rouge? Est-ce que son cœur bat plus vite? Oui, Bien sûr mais qu'il peut dire, je sais pas. c'est Mais en là disant, où, je à vais voir, l'aise, c'est qui dit, je sais pas. pour décrypter toutes ces subtilités-là, quoi, dont j'ai conscience, dont j'ai entendu bien parler, mais que je ne maîtrise pas. Ben oui, mais c'est justement une super occasion pour toi de les bosser. Ouais, après, tu sais, ça vient les micro-expressions, c'est une partie très intéressante du travail. C'est de loin pas la seule et il y a moyen de faire des trucs très, très bien et il y a moyen de pousser de l'émotionnel sans avoir besoin d'être calé dans les micro-expressions. C'est une des différences importantes qu'on a entre Jérémy et moi. Je ne prétends pas utiliser le quart de ce que fait, Jérémy en termes d'analyse des micro-expressions, d'analyse du comportement et je ne crois pas que ça m'empêche de faire un travail relativement, correct et d'aller au-delà des «je sais pas» et des compagnies et cetera. Mais C'est ça. ne Et ne si moi, t'auto-limite pas là-dessus, quoi. toi, Gaëtan, si je te parle moi des MEA Gaëtan à toi là, c'est parce que je sais que tu as suivi la formation et que Mmh. tu as les clés en main pour pouvoir le faire. Alors oui, c'est dur, mais ne pas oublier effectivement, comme le dit Lilian, qu'il y a d'autres manières de le faire. Et la thérapie de confrontation, quand tu vas chercher une confrontation, quand tu vas chercher le sujet à le mettre hors de son cadre sémantique habituel, hors de son cadre linguistique habituel, hors de son cadre mémoriel habituel, qu'il a l'habitude de tenir, il raconte son histoire en permanence, tu peux très bien le faire sans porter visu sur. Et le simple fait de porter déjà la question, de dire « Oh, vous venez pourquoi en vrai ?»
Des fois, juste cette question te permet déjà d'élever des émotions que tu n'auras pas vues ailleurs parce que ce n'est pas quelque chose qu'il maîtrise. C'est-à-dire que tu as annoncé un coup du berger où il s'attend à un coup du berger parce que tout le monde lui fait son coup du berger sur l'échiquier, alors que toi, tu fais une ouverture sicilienne. Et là, il se retrouve comme un con parce que jamais personne ne lui a fait d'ouverture sicilienne jusqu'à maintenant. Remettez-vous en position de jeu d'échecs. C'est vraiment ça. Qu'est-ce que mon sujet a l'habitude de voir? Qu'est-ce que mon sujet a l'habitude à quoi mon sujet a l'habitude de faire face en termes de thérapie? Quelles sont du coup les stratégies qu'il a pour pouvoir répondre aux questions que je vais lui poser, qu'on lui a déjà posées 150 fois et sur lesquelles il a monté un confort monstre au niveau émotionnel à répondre? Et comment il a construit son histoire en termes de relations thérapeutiques? Et du coup, comment il faut que je remette en question la totalité de ma manière de m'y prendre pour pouvoir le prendre à revers et pour pouvoir toucher au cœur même de ce que j'ai besoin de toucher plutôt qu'à toucher à toutes les sécurités qu'il a su dresser pour résister à mes coups. Ça, sans le faire mettre l'échiquier par terre. C'est-à-dire sans casser la relation, sans casser le partenariat, sans casser sa motivation. Juste mener un coup avec l'intelligence des données que j'ai recueillies et des conflits que je vois derrière les conflits qui sont annoncés. Le schéma que je vous ai fait faire, il vous a aidé? Oui. Si tu prends le réflexe après, pour chacun de tes sujets, à creuser, à récolter de la donnée et à creuser du renseignement sur ces données-là, c'est-à-dire vraiment à pouvoir trier, ranger, organiser chacune des données qu'il t'a données pour en tirer une intelligence, tu vas voir que derrière, ta partie sera plus du tout la même. Oui, du coup, ça m'ouvre la porte sur les questions que je peux poser et que je ne posais pas. Voilà. Et sortir aussi, et te rendre compte de l'influence que peut avoir certaines de tes affirmations, certains de tes recadrages sur le sujet et comment ça vient changer la partie. Et du coup, comment il va falloir que tu te réorganises en fonction de ça. Parce que tout coup joué est un coup qui influence, est un coup que tu ne peux pas récupérer. Il va falloir après broder avec. Bon, le lien thérapeutique, je sais qu'il est au beau fixe, hein, donc ça va. Mais oui, c'est difficile de décrire et de résumer quoi, les séances, mais il y a eu des évolutions, il y a eu des changements. Je sais que la dernière fois, il me dit, ah, tiens, c'est pas comme l'autre fois. Je dis, ben oui, parce que l'autre fois, tu as expérimenté et je dis là, il ne faut pas que tu puisses anticiper sur ce qui va se passer, quoi. Mais malgré tout, toutes mes stratégies, moi, j'ai du mal voilà, je tourne autour, j'arrive pas à rentrer dans la forteresse. Attention, je reprends juste un truc, je l'ai entendu plusieurs fois et c'est un vieux prof qui m'avait dit ça il y a longtemps. Quand tu entends quelqu'un dans la pièce, y compris toi, prononcer les phrases « c'est parce que » ou « c'est sûr que c'est » ou « c'est sûr que c'est pas », 3 petits points, ce sont les ingrédients c'est quasi sûr que ça va foirer derrière. C'est les ingrédients pour aller à l'échec. Ça, on l'a dit dans le cadre du bloc opératoire. C'est sûr que c'est pas une allergie. Ah non, mais c'est sûr que c'est parce que le chirurgien est appuyé sur le brassard à tension. Ah non, mais c'est parce qu'il est vieux en fait. Et comme on l'a entendu plusieurs fois là, ah non, mais j'arrive pas à rentrer. C'est parce qu'il est observant, c'est parce qu'il est en analyse, c'est parce qu'il machin. Cette phrase-là, on l'a dit un nombre incalculable de fois là. Attention à ces phrases-là. Ce qui va suivre, c'est parce que est forcément une hypothèse, est forcément un truc qui vient de nous. Et donc, par définition, c'est pas bon à prendre dans le truc. Et plus il y en a, plus c'est dangereux. Dans une relation, quelle qu'elle soit, c'est une relation thérapeutique, une relation médicale, une relation professionnelle, une relation amicale, une relation intime, tout ce que tu veux, c'est toujours organisé en 3 phases. Tu as le passé, le présent et le futur. Comme une partie d'échecs, c'est pareil. Tu as le passé du jeu, le présent du jeu et le futur du jeu. Le passé du jeu, c'est tous les coups qui ont été joués. Dans la relation thérapeutique, c'est tout ce qui s'est fait de l'instant même que ton sujet est rentré dans ton cabinet jusqu'au moment où là, à cet instant précis, vous êtes assis sur le canapé et qu'il vient de te dire pourquoi il vient. Le présent, c'est la manière immédiate que tu as décidé de lui répondre à pourquoi il vient.
Ça, tu sais ce que tu vas lui dire, parce que tu es déjà en train de le prononcer. Le futur, c'est tout ce que ça va avoir pour conséquence, en termes d'anticipation, de ce que va provoquer le mot que tu vas prononcer là, que tu es en train de prononcer. Et l'enjeu relationnel à avoir, c'est de toujours prendre en considération que ce que je dis maintenant, au présent, doit prendre en considération tout le passé, c'est-à-dire la totalité des éléments qui sont en train d'interaction avant, et d'anticiper sur tout ce que va provoquer ce que je vais faire. C'est-à-dire de pouvoir aux échecs, par exemple, calculer 3, 4, 5, 6, 7 coups à l'avance en fonction de la pièce que je suis en train de bouger maintenant. Si j'ai bougé ma pièce en me disant c'est sûr, là, comme on est parti, je peux lui faire un coup du berger, il va passer, c'est sûr. Tu peux être certain qu'il y a énormément de chances que ton sujet y vienne et qu'il te le bloque ton coup. Le problème, c'est que tu n'auras pas anticipé comment réagir. Et que qu'il te bloque ou pas, s'il ne bloque pas, tant mieux, tu vas le passer. S'il te le bloque, tu es comme un con. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu reprogrammes la totalité de la recherche d'informations qui va te permettre de pouvoir réajuster tes coups. Si par contre, tu positionnes ton mouvement en te disant ça peut potentiellement m'amener ça, donc ça peut potentiellement me faire mat en 4 coups. Ok. Mais ça peut aussi apporter ça, 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 ça et ça. Il fait que peut-être qu'à la fin, je vais perdre la partie si je commence comme ça parce qu'il a potentiellement dans le passé déjà bougé ça. Tu vois que la réflexion, elle devient plus pareille. Et que tu bouges plus ta pièce, tu dis plus ton mot avec la même importance que ce que tu as bougé en te disant c'est sûr que. Tu vois la différence? Moi, par exemple, pour ma polyglobulie, tout le monde m'a dit c'est sûr que c'est génétique. Et puis quand tout le monde s'est cassé les dents parce que Jack 2 est ressorti négatif et que c'était pas la maladie qu'ils attendaient, du coup c'est devenu c'est sûr c'est psychiatrique. Et quand la psychiatre est venue me voir et qu'elle est sortie du couloir devant le médecin qui était un énorme interniste ultra reconnu, notamment dans la gestion, la spécialisation de toutes les maladies hémato. Quand ce médecin, quand la psychiatre est sortie, qu'elle allait voir ce médecin et qu'elle l'a engueulé dans le couloir devant tout le monde, ce médecin est rentré dans la chambre, il a fait messe basse et il s'est retrouvé perdu. Parce qu'en fait, il ne savait plus du tout, lui, grand maître de l'hémato et de l'internisme, comment se positionner. Mais est-ce qu'il savait plus se positionner parce qu'il ne savait rien du problème, ou est-ce qu'il savait plus se positionner parce qu'il s'est enfermé dans une autoroute du problème et dans ce qu'il avait l'habitude de voir? Au final, c'est assez simple. Le fait de dire c'est sûr qu'on va se focaliser sur notre coup, on va perdre le recul nécessaire à voir les autres possibilités derrière. D'où l'importance de toujours avancer en termes d'hypothèses et de pouvoir construire plusieurs hypothèses à la fois, de façon à toujours pouvoir savoir comment je peux passer d'une hypothèse à l'autre en créant des bypass. Oui. Et aussi bien en médecine je voulais interne. demander ce qu'est le clean language, parce que c'est pour ne pas projeter, c'est bien aussi. Le clean language, c'est une méthode. Comme toutes les méthodes, elle se base sur des trucs qui sont intéressants. Enfin, non, pas toutes. Un certain nombre de méthodes se basent sur des trucs intéressants à la base, des principes de réflexion qui sont intéressants. Et comme beaucoup de méthodes, quand tu dois les appliquer à la lettre et machin, c'est chiant et tu t'éloignes de ton sujet. C'est toujours le problématique que j'ai avec une méthode. C'est que si je dois appliquer du clean language pur et dur, stricto sensu, je ne discute pas avec la personne en face. Et de temps en temps, j'ai besoin de discuter. Et de temps en temps, j'ai besoin d'être clean. Et il faut du coup, comme toute chose, comme tout outil, utiliser le bon outil au bon moment. Et donc, plutôt que d'appliquer stricto sensu les méthodes, se dire, OK, c'est quoi le principe du clean language? Ah oui, c'est de rester clean, c'est de ne pas apporter, de ne pas faire d'intrant dans le truc, que ce soit dans la discussion ou que ce soit dans ma pensée. À ce moment-là, oui, le clean reste une excellente posture plutôt que technique. Le problème des méthodes, c'est que on oublie qu'elles sont faites normalement pour être adaptées à. Et adaptées à un nombre de vecteurs, un nombre de variables extrêmement nombreux. On peut très bien vous apprendre à faire cuire un steak et à maîtriser la cuisson.
Seulement, si vous oubliez sur quel type de feu vous êtes pour le faire cuire, quel type de poêle vous utilisez, comment la conduction de la chaleur passe dans ce type de poêle que vous avez choisi, et l'épaisseur du steak, bah, vous pourrez appliquer la méthodologie, c'est-à-dire bah, pour avoir une cuisson saignante, c'est 4 minutes sur chaque face, à point, c'est 6 minutes, et bien cuit, c'est 8. Je vous garantis que vous allez foirer votre steak 4 fois sur 5. C'est exactement la même chose. Une méthode, c'est bien. Ça peut ouvrir des portes, ça peut être cool, à condition de garder en tête qu'elle doit être adaptée en permanence à la situation, au sujet et à toutes les variables qui rentrent en jeu dans cette relation avec vous, le sujet, ses croyances, ses attentes, son éducation, son expérience, le contexte, etc., etc. Merci à vous deux pour les explications. Je ne parlais pas de la méthode, mais en fait, je parlais du concept de ne pas projeter justement sur l'autre. Oui, clairement. Voilà. Au moins, ça invite le client à se questionner sur lui, quoi. Et pas attendre qu'on vienne lui apporter le plat tout fait. Ah bah, de toute façon, quelle que soit la façon dont on voit l'hypnose, donc on la voit comme étant un côté de dire moi en tant que praticien, je permets que à l'inconscient de trouver la solution. Qu'on la voit sur le côté, dire bah je permets en tant que praticien à la personne de lâcher prise simplement. Et toutes les autres façons de représenter l'hypnose, il n'y en a aucune dans laquelle c'est moi, praticien, qui t'amène la réponse à ton problème. Ça, c'est pas de l'hypnose. Et donc, c'est pas ce qu'on veut dire si on a. Ah, bien sûr qu'on a besoin de comprendre comment ça fonctionne à minima. Mais dès qu'on a l'idée, d'une manière ou d'une autre, de se dire que on va nous apporter la solution, c'est qu'on s'est éloigné d'un truc. Des fois, on a la demande. Hein. Il y a pas plus tard, il y a 2 jours, là, j'ai quelqu'un qui me dit, mais vous pourriez pas être un petit peu dictatorial et me dire faites ci ou faites ça, là, juste dans cette situation, ça me simplifierait beaucoup la vie. Je dis, bah, je veux bien. Mais vous connaissez déjà la réponse, non? Et des fois, c'est la demande. Et à ce moment-là, on est plus sur du coaching que de l'hypnose. Bien, ça va, on a fait quand même pas mal le tour de la question. C'est bien parce que du coup, ça a apporté aussi la thématique de positionnement, de l'intérêt ou non du recadrage, la nécessité de devoir se poser des questions et de toujours penser à ouvrir des portes dans ce qu'on crée dans la relation en termes de questions, plutôt que d'en fermer. Et non seulement de les ouvrir les portes, mais de se laisser la possibilité de passer de l'une à l'autre, quand même on s'est engagé dans l'une d'elles. Et que c'est en s'accordant le fait de pouvoir faire un maximum de demi-tours, de s'aventurer à tâtons dans chacune de ces portes, qui va nous permettre possiblement de pouvoir ouvrir un maximum d'horizons à notre sujet pour pouvoir trouver ses propres solutions, ses propres découvertes, sa propre aventure. Plus que de chercher une solution, mon avis sur l'hypnose, c'est de pouvoir permettre au sujet de vivre un max d'aventures qui puisse lui permettre d'initier chez lui des changements et des apprentissages. Et que quelquefois, c'est pas rechercher une solution qui compte, c'est d'arborer 1, 2, 3, 5 ou 10 chemins différents qui vont au fur et à mesure lui apporter des éléments nécessaires à. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Suite au prochain épisode, hein, vous aurez. Yes, tu nous tiendras au courant, Gaëtan, de comment tu as appuyé sur quel bouton et de quelle porte tu as ouvert et de comment tu les as remontées. Ouais, parce qu'en plus, j'aimerais bien. Il est cultivé, il est intéressant, et il mérite de retrouver le sourire, ce bonhomme. Donc, voilà. À quoi on pourrait faire. Tiens, il y a un truc qui me vient là. À quoi on doit faire attention en tant que thérapeute aussi? Vous savez, quand il y a. À plein de choses. Quand il y a un sujet, enfin un client qui nous touche particulièrement, qu'on voit plusieurs fois,
Transfert contre transfert. Et plus de transfert contre transfert, à quoi il faut faire attention? Quel type de relation on a avec? Bah, c'est de l'empathie et de la sympathie, mais je mélange pas les genres non plus. Voilà. Et Mais, quelle type d'obligation on a avec, surtout, c'est ça. Un médecin, par exemple, qui trouve sympathique son patient, qui est chirurgien, qui sait qu'il va passer sur sa table, il trouve super sympa, il a super contact avec et tout, à quoi il va faire attention quand même? oui, on a une obligation de moyens et pas de résultats. Oui, et c'est pas juste une obligation de moyen de résultat, c'est qu'il y a aussi l'anticipation de cette notion de moyen et de comment on l'aliénise quelquefois au profit de la relation. C'est-à-dire comment on est capable de fournir plus que ce qu'on devrait fournir comme moyen en recherche d'un résultat parce que nos émotions à nous et notre engagement émotionnel pourraient être impactés au fait de fournir ce qu'on devrait fournir habituellement et ce qu'on devrait fournir pour un autre. Et notre engagement émotionnel et l'empathie qu'on peut avoir ou la sympathie qu'on peut avoir pour quelqu'un ne doit pas être un élément qui doit rentrer en compte parce que ça vient fausser aussi le donner. Vous fermez déjà les portes en termes de relations et donc, en termes d'impact que vous pouvez avoir sur les gens. Si on reprend les échecs, c'est pareil, c'est comme si vous vous empêchiez de bouger la reine parce que vous savez que vous allez lui bouffer dans les 4 tours qui suivent son fou, sa tour et mettre en échec son roi, juste parce que vous l'aimez bien et que vous avez envie que la partie dure. Alors que c'est le coup qui était nécessaire. Ou dans l'autre sens, posez-vous aussi les questions de savoir qu'est-ce que vous faites avec quelqu'un que vous n'aimez pas. Quelqu'un dont les valeurs, quelqu'un dont les faits et gestes, etc., ne vous conviennent pas. Alors, vous n'êtes pas médecin, vous n'avez pas l'obligation de soins, vous avez le droit de renvoyer les gens, etc. Mais posez-vous la question de savoir si quelqu'un venait vous dire tiens, je sais pas, je prends un exemple que j'ai vécu, tiens, une personne qui vient avec et vous savez qu'elle a été impliquée dans un projet terroriste, est-ce que vous la prenez en charge? Et si vous n'avez pas le choix, quel positionnement est-ce que vous prenez vis-à-vis de ça? Comment est-ce que vous arrivez à faire la distinction? On parlait de théâtre avant, entre le vous, avec vos valeurs à vous, ce que vous en pensez, etc., et la partie de vous qui est en train de soigner la personne, enfin d'accompagner, etc., la personne qui est en face de vous. Alors, en pratique, ça se passe quand même vachement plus souvent sur la question d'épinage. Tiens, la personne, je l'aime trop, et heureusement. Mais attention quand vous vous mettez à tutoyer les gens si c'est pas votre habitude. Attention à tous ces petits trucs-là. Parce que le positionnement, il n'est pas là juste pour une histoire de la beauté du geste, il n'est pas là juste pour le professionnalisme. C'est le socle qui permet d'appuyer le fait de ne pas être sympa. Là, tout à l'heure, ce matin, j'avais une dame qui est sortie de mon cabinet, elle m'a dit « Je crois que c'est la première séance où je ne pleure pas au moins un moment ou un autre. » Bah, j'ai pas envie de faire pleurer mes potes. Évidemment. Mais lorsque elles font en larmes parce qu'on est sur une phase de travail qui est un peu importante, etc., bah, je suis content. Pas parce que je suis sadique, parce que ah oui, elle pleure, c'est trop bien, mais parce que mon socle de travail permet de la faire pleurer et que ce soit la bonne chose à faire, etc. Et de me protéger et de la protéger, etc., etc. Donc attention à ce truc-là, c'est la garantie. Avoir un socle de relation avec la personne et un bon socle de positionnement professionnel et justement ce qui vous permet d'appuyer tout le reste dessus. Et c'est justement pour ça que j'ai ressorti aussi mon livre La transfert et contre-transfert. Alors, c'est un aspect psychanalytique, mais dans une relation, en fait, la personne qui va être en recherche d'accompagnement va venir, et c'est aussi pour utiliser les bons mots. Et donc là, juste dans l'intro du livre, l'auteur, donc c'est Serge Tracy, qui est psychanalyste de formation, explique que justement, en racontant un souvenir qu'il appelle un souvenir d'écran, qui va être du coup chargé d'interprétation de symboles et d'attentes, la personne va les transférer à la personne à laquelle il les raconte,
qui va les accueillir, et que l'idée de la relation thérapeutique, c'est de mettre en place un mécanisme de transfert et de contre-transfert qui permettent une réparation et non pas une répétition de ce qui a déjà été fait. Là, on parle de psychanalyse, hein. D'accord. Oui, là, on parle de psychanalyse. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai précisé. Mais c'est mettre en cadre un espace de réparation et pas un espace de répétition des événements. Ou des projections, d'ailleurs. Oui, on pourrait faire le parallèle dans le cadre, dans le cadre des prises en charge de psychotrauma. On cherche à replonger potentiellement dans un souvenir traumatique, pas pour le répéter, pour le réparer. Et potentiellement, en tant que thérapeute, on peut s'exposer, c'est la question du trauma de... Je cherche le mot. Ça m'échappe, ça va me revenir en 30 secondes, mais de se traumatiser par le souvenir de l'autre, vicariant. Il faut le dire, j'ai pas compris. Si quelqu'un te raconte un souvenir traumatique, que ce soit en transe, que ce soit pas en transe, tu vas forcément faire des images dans ta tête. Sauf si tu es atteint d'infantaisie, mais bon, peu importe. Potentiellement, les images que tu vas avoir, même si tu n'as pas vécu la scène, peuvent composer peuvent t'exposer au risque de psychotrauma, ce qu'on appelle un trauma vicariant. C'est-à-dire que tu n'es pas du tout témoin de la scène, ni de manière primaire, ni de manière secondaire, ni de manière tertiaire, mais c'est en te racontant un truc que tu n'as pas vécu, c'est tes propres images qui sont convoquées, et que ce soit ces images-là qui fassent trauma. Alors, est-ce que ça constitue un trauma de la même nature que les autres traumas? C'est une question, mais ça peut être en tout cas suffisamment désagréable pour ne pas être bien pendant quelques temps. Donc il faut aussi pouvoir faire cette séparation-là et ce positionnement professionnel d'autre part, et ou avoir soi-même la possibilité d'être accompagné par d'autres professionnels lorsque on se rend compte qu'il y a un truc ou une situation, un patient, une histoire qui a un impact sur nous. Parce que c'est bien beau de dire qu'il ne faut pas faire de transfert contre transfert. Non, c'est pas comme si on avait un bouton sur le bout du nez en disant alors, non, ne pas faire de transfert. Le transfert, par définition, il se fait sans qu'on le cherche à le faire. Donc, il se fera de toute manière, en soi. C'est surtout comment vous vous positionnez et comment vous prenez en considération le type de transfert qui se joue et comment vous prenez en note dans le jeu relationnel qui se crée avec votre sujet, que ceci risque d'avoir un impact et quel type d'impact. Quelquefois, un transfert, ça peut vraiment nourrir énormément aussi un praticien. Moi, je sais qu'à l'armée, il y a plein de situations que je n'ai pas vécues, mais qui m'ont été racontées et que j'ai revécues intérieurement, soit sans le désirer, de manière juste en termes de trauma vicariant, soit de manière volontaire en me les programmant comme un élément de stimulation en auto-hypnose, qui m'ont permis de tirer des apprentissages que j'aurais jamais imaginés. Ou des situations ou des biais qui peuvent être freinants pour moi aussi dans certaines avancées à certains moments. Donc c'est ça qu'il faut voir, c'est comment ce type de phénomène peut se passer et se passera quoi qu'il arrive, mais de quelle manière on peut la prendre en considération, en note, en conscience, et qu'est-ce qu'on peut en faire pour pouvoir s'en servir dans ce type de relation-là et dans ce type de problématique-là. Ça va? Il y a encore du monde? Vous êtes au sujet, il n'y a plus de connexion? Non, ça va? Bon, bah, c'était chouette ce live, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. On a abordé plein de trucs. Merci Guylain d'avoir abordé le trauma vicariant. Plaisir. Ouais, C'est toujours bien en société. je ne connaissais pas le mot, le terme. La possibilité. Il n'est pas extrêmement connu. On en a parlé pour la première fois sur la formation de ce week-end à Paris. C'est la première fois qu'on me posait la question. C'est super intéressant. Ok. Bon, bah, pour moi, ça me paraît bien. On a fait plein de choses. Est-ce qu'il y a des questions sur le live qu'on a eu aujourd'hui?
Ça va? On fait un petit tour de table, savoir ce que ça vous a apporté comme type de réflexion, comme type de remise en question, comme type de travail. Eric. Alors, ben moi, j'aime bien avoir les avis. Parce que moi, effectivement, je pratique à 40%, donc par rapport à une personne qui pratique là, on voit qu'ils sont très compétents, qui ont un cabinet depuis longtemps et qui pratiquent beaucoup. Donc, moi, je suis tout petit par rapport à vous. Donc, moi, j'apprends de tout. Hein, donc, j'ai noté beaucoup de choses. Après, j'essaie de mettre en pratique. Et puis, ben, voilà, d'aller effectivement à la recherche de cet émotionnel. J'ai des fois les mêmes problèmes que Gaëtan, c'est que ça arrive, des fois encore plus facilement que je l'imagine. En fait, la personne, en racontant, puis j'ose pas couper, en fait, elle ressort, elle se protège, quoi. Elle veut pas y aller. Et c'est vraiment en étant très rapide, et puis en la coupant, en lui posant juste les petites questions que Jérémy sait bien faire, que c'est très efficace, mais ben voilà, c'est de l'entraînement, et puis j'ai encore de la peine à y arriver. Je vois qu'il y a des choses qui viennent, mais j'arrive pas à choper l'oiseau au vol là, pour rester dedans. Mais voilà, j'apprends de tout ça. Quoi. Et c'est pas grave, merci tout le monde. Pardon? C'est pas grave de pas arriver à choper l'oiseau au vol au passage. Ouais. C'est comme les mouches, hein. Tu l'as pas réussi la première fois, elle va repasser dans 5 minutes. Hein. Ah oui, mais il repasse et je le rate encore une deuxième fois. Ouais. C'est comme ça qu'on finit par apprendre à chasser. Ouais. C'est à force de le rater et d'avoir la dalle. Ouais. C'est bien important de voir que tu l'as raté. Voilà. Avec une C'est ça, bonne- C'est le premier point où on se dit « Ah, c'est là que j'aurais dû ». ouais. Non, mais c'est tout le principe de ce qu'on fait en simulation. C'est de pouvoir repasser le truc lentement et se dire « Ah, tiens, tu vois, c'était là. Juste là. Ouais. » Parce que c'est la même chose que quand tu fais une escalade. Hein. Quand tu apprends à faire de l'escalade, la première fois, on te dit « Regarde, tu aurais dû mettre ta main là, mettre un truc là, avant de pouvoir mettre la main, le tenir, le tirer. » D'abord, il faut juste voir où est la prise, comment c'est foutu la prise, comment est-ce que tu la tiens, etc. Ouais, c'est comme tout. Ouais. C'est l'expérience. Ouais. Ça m'a donné des ouvertures, là où j'en voyais plus beaucoup. Excuse-moi, il y a quelqu'un qui tape. Je m'excuse 2 minutes. Ben Fred, en attendant. Ben, pour ma part, je suis arrivé un peu à la bourre, mais bon, c'était intéressant. Surtout le sujet était intéressant. Et tout ce qu'on y a vu autour, pas se focaliser sur le contenu. Après, moi, je pratique un petit peu comme ça. J'ai pas forcément de stratégie. C'est le client qui amène ce qu'il amène, et puis c'est une recherche d'information avant tout. Et voilà. C'est un sujet intéressant. C'est un sujet peut-être un petit peu plus complexe que d'autres. Donc, c'est sympa. Chouette. Voilà. Gaëtan, tu peux reprendre? Oui, excusez-moi, on a tapé. C'était Eugénie. Ça parce que Jérémy la connaît. Du coup, non, mais ça m'ouvre des portes et j'arrivais un petit peu. Moi, j'avais le sentiment de tourner en rond et de manquer d'efficacité en fait. Voilà, de pas. Pour moi, l'efficacité se mesure justement au fait qu'après une séance, hormis la capacité d'écoute et ce que je peux apporter, voilà, de bienveillant, j'aurais quand même. Enfin, je vois quand les gens sont en transe et quand il se passe quelque chose, quand émotionnellement il se passe quelque chose, puisque mon objectif principal, c'est quand même de viser, d'ouvrir cette porte vers les émotions. Et quand je vois quelqu'un qui est autant, comment dire, verrouillé, et ben, je me disais, ça sert à rien qu'on continue, ça sert à rien parce que je vais pas y arriver, quoi. Et je veux pas abuser ni de son espérance, ni de ses moyens pour pouvoir justement faire des séances comme ça. Moi, j'avais un peu utilisé toutes mes ressources. Là, je sais qu'il va pas tarder à revenir, sûrement, alors on va s'appeler et on va voir. Au moins, j'aurai encore peut-être
de nouvelles portes, de nouveaux leviers à exploiter pour arriver à quelque chose. Mais à quelque chose dans la séance, j'entends bien, c'est pas à quelque chose, pas un résultat concret ou sur un changement, c'est à mesurer l'efficacité de la séance. Parce que là, l'autre fois, je l'ai dit, on dirait que tu fais de l'auto-sabotage quelque part, tu joues avec, comme si ça se passait, mais c'est pas, enfin voilà, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et lui, il me dit, ouais, mais je veux bien faire. Bah oui, il veut bien faire, mais il se sabote. On se mord, voilà, on se court derrière. Ouais, si On n'arrive pas à s'attraper. si je puis me permettre, si je puis me permettre, peut-être le fait de vouloir bien faire, est-ce que ça te parle à toi? Ça peut être le sujet, ça peut être Pas le. bien faire, c'est réussir réussir un état d'hypnose déjà. D'accord. Ça veut C'est la dire quoi? promesse de bien faire. Ça veut dire quoi réussir? Non, mais qui part vraiment, que ce soit pas que de la détente, c'est pas de la sophro. Ça veut dire quoi partir vraiment? Ben, je me rends compte que jusqu'à présent, les séances qu'il a faites, à part celles où il me dit que ça a marché, parce qu'au début, j'étais la découverte, il avait peur de découvrir ce qu'il allait rencontrer, enfin voilà, il y a plein de choses. Il est plein de peur, il y a plein de trucs. Donc l'idée, c'était d'abord de le rassurer. Ça, les séances sans enjeu, ça se passait plutôt bien, mais ça ressemblait à de la sophrologie. À partir du moment où je veux arriver à faire vivre et ressortir des émotions, là, ça fonctionne pas. Après, c'est moi, parce que c'est mon approche. Je sais que je base toutes mes séances là-dessus. Jusqu'à présent, j'en ai quand même fait quelques-unes et je sais que ça se passe bien. Et quelque part, c'est un petit peu mon curseur. Quand il y a des émotions, je sais que la personne souvent s'y attend pas. Alors, c'est pas forcément des larmes, hein. Ça peut être des frissons, ça peut être des bâillements, des choses plus simples, hein. Mais là, justement, je me dis qu'il est tellement verrouillé que je trouvais pas, je trouvais pas l'ouvre-boîte. Et dans cette, Ok. C'est dans comment? cette mesure-là, je me dis que ben, la séance n'aboutit pas. Je dis pas que obtenir le changement et que lui trouve toutes les clés et toutes les réponses dont il a besoin, mais au moins que la séance soit une séance d'hypnose. La promesse, c'est quand même ça, c'est rentrer en état d'hypnose. Fais attention à tes promesses. Oui, certes, mais c'est un peu, dans la mesure où je vends la séance, il file 60 €, c'est un peu un minimum, non? C'est pas, Ça dépend. C'est la question de ton mandat. Est-ce qu'il te paye pour entrer dans un état d'hypnose ou est-ce qu'il te paye pour aller mieux? moi, Voilà. je propose. Il vient pour l'hypnose. Jérémy, on t'a pas entendu. Je dis, il vient pour de la thérapie ou il vient pour de l'hypnose? Ben, il vient pour les deux. Il vient de la thérapie Non. par Il vient hypnose. pour de la thérapie ou pour de l'hypnose? Ben, je me sens plus thérapeute quand je pratique de l'hypnose plutôt que thérapeute parce que je suis pas psy et que je sais pas, je m'en fous donc il me parle et que je donne mon avis. On va simplifier. Il vient pour régler un problème ou il vient pour découvrir quelque chose? Lui vient pour régler un problème. Point. Moi, je sais qu'il faut que je l'amène à découvrir quelque chose. Donc, Mais ça c'est parle quoi? de toi, ça. Oui, mais parce que je l'ai vécu et je Ah sais. oui, mais Oui, non, voilà. on appelle ça de la projection, ça. Oui, certes, mais c'est une projection qui est quand même largement comment dire, vérifiée par tous les gens qui ont fait. Ouais. Je vais prendre un autre exemple. Quelqu'un vient te voir en te disant il est extrêmement paniqué et que là, il n'a qu'une seule en tête, c'est de se suicider. Tu fais quoi? Alors, ça, c'est jamais présenté. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Oui, mais là, il est en face de toi, là. Honnêtement, je ne sais pas. Il faudrait que je. Après, je me fie à mon feeling, à ce que je ressens, à ce que je vois sur la personne. Là, de but en blanc, je ne peux pas avoir de recette. Parce que tu me demandes, c'est une recette, et je ne l'ai pas. Non.
il est là, il est en panique devant toi, il t'a dit qu'il y a déjà pensé d'ailleurs sur le passage, enfin, sur le trajet pour venir, il s'est retrouvé à côté de la voie chemin de fer et il s'est dit que bon, allez, il n'allait pas se jeter sur le train tout de suite, mais peut-être au retour que si jamais la séance qu'il achète avec toi ne l'a pas aidé. Qu'est-ce que tu fais? Déjà, moi, je lâche plus. Je sais pas, déjà, je vais lui dire, ou alors, je demande s'il a consulté un psy, ou quel est son médecin traitant. Déjà, voilà, je vais plutôt penser à le protéger malgré lui. Mhm. Après, quelle aide je vais pouvoir lui apporter, je sais pas. Mais du coup, tu vas faire de l'hypnose parce que si tu fais pas une belle séance d'hypnose, il se jette sous le train tout à l'heure quand il repart. Ah non, là, peut-être je fais même pas d'hypnose, parce que là, il y a un enjeu plus immédiat. Il y a un risque. Et ma séance d'hypnose, je me sens pas en mesure, avec une séance d'hypnose, de lui enlever des suicidaires. Pourtant, c'est de l'émotion aussi. Il a l'air en panique, il pleure à chaudes larmes. Je sais pas, tu me cueilles à froid, je sais pas. Le cas de figure, c'est jamais présenté. Ah, du coup, tu vas faire de l'hypnose ou pas? C'est vrai que je sais. Non, je pense pas. Ça me semble être une excellente idée de ne pas faire d'hypnose dans ce cas-là, effectivement. Vous êtes plutôt appeler. Alors, s'il y a une réponse standardisée sur la question, si tu te trouves dans cette situation, c'est d'appeler le 15 ou le 18. Oui, oui, moi je le laisse pas repartir tout seul. Voilà. Voilà. Mais Et expliquer à monsieur pourquoi tu appelles le 15 et le 18. voilà, je l'accompagne pour cette démarche-là, etc. Et ça peut arriver, hein. C'est une situation qui arrive. C'était juste pour t'amener dans la situation de dire oui, bien sûr que l'hypnose, et comme tu l'as vécu toi-même, peut être un élément extrêmement important et tu as besoin d'aller dans un état d'hypnose pour être solutionniste. Oui, mais il y a plein de contre-exemples dans lesquels il y a de l'émotion qui est extrêmement présente, il y a quelqu'un qui est bloqué, et qui vient te voir en te disant que l'hypnose est le dernier moyen pour. Et pourtant, bah, tu as bien réagi. Bah, là, en l'occurrence, non, l'hypnose est plus dangereuse qu'autre chose, n'est pas la solution A. Donc attention toujours à cette projection que tu fais. Bien sûr que l'hypnose est un outil formidable, sinon on ne serait pas tous là en train d'en discuter, etc. On n'aurait pas passé autant de temps à s'y intéresser. Néanmoins, la phrase de j'ai besoin de mettre mon sujet en transe pour l'aider, une transe profonde, générer de l'hypnose ou machin, n'est pas forcément vrai. Euh, et attention à ne pas t'auto-enfermer dedans, à t'auto-critiquer, à te dire que ah mince, j'ai pas réussi à, là où c'est pas forcément. Là, C'est pas une transe profonde que je recherche, c'est lui permettre de réaliser, de comprendre des choses qui, qui viendraient et qui ne viendraient pas de son mental en fait. Et des fois, c'est difficile parce que je me rends compte qu'il fait des choses comme pour me faire plaisir. Or, j'ai pas d'attente. Je me dis, mais c'est pas ça. Il croit qu'il se fait une idée de ce qu'il faut qu'il se passe, quoi. Et donc, on se mord la queue, on se court derrière, et je me rends compte que, Et qu'est-ce qui se passe si tu arrêtes de lui demander des choses et plutôt que tu lui poses des questions? ben oui, mais je savais plus quelle question poser. J'ai essayé le clean, hein. Le clean, ça marche pas avec lui non plus. Parce qu'il revient tout le temps dans son récit, dans sa narration, dans alors, c'est pas ce qui le sécurise, mais c'est ce qui c'est ce qui se raconte depuis des années et des années. Il se conforte, il se complaît dans ce récit. Ok, bon. Juste parce qu'on ne peut pas discuter de ça jusqu'à 16h, sinon Oui, on oui, est pas. oui, oui. Non, mais là, Ouais, moi, non, on ne peut marre. pas discuter. Moi, je veux dire une chose. J'ai eu une prof il y a quelques années en arrière, psychologue clinicienne, qui disait à chaque cours, on ne peut pas vouloir pour l'autre quand on accompagne l'autre. C'est-à-dire, et ça, c'est quelque chose que j'ai bien retenu, hein, qui est important. Voilà. On ne peut pas vouloir pour l'autre, Très bien. comme ça. Jérém, t'as pensé quoi de ce live? Très intéressant. Voilà, il était très intéressant. Ça a apporté pas mal de pistes, effectivement, sur notre positionnement en tant que praticien, sur la manière dont on mène les séances. Et j'avais envie de faire une petite connerie, mais enfin, voilà, mais c'est vrai que je l'ai plus en tête. Mais enfin, ça,
Non, mais ça rejoignait un petit peu le monologue d'Antoine Baer dans Mission Cléopâtre. Elle va me revenir, mais je crois que c'est. Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises thérapies. Je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises façons de faire de l'hypnose. C'est avant tout des rencontres avec soi, rencontrer ses émotions ou un truc dans le genre. Merci Jérémy pour ta connerie foirée. Comme ça, mes conneries foirent souvent. Mais oui, Foirée, c'est vrai mais très juste qu'il y a. Foirée, mais très juste au passage. Ouais. Ok, Guilain. Ah ouais, Merci. c'est toujours un chouette moment. Et c'est toujours intéressant de se via les cas qui sont racontés à droite à gauche, les confrontations, etc. C'est toujours permettre pour le coup des projections via d'autres situations. C'est même quand on a de l'expérience, comme tu disais, Eric, même quand ça fait des années qu'on travaille, qu'on voit beaucoup de monde, etc. Les écueils qu'on croise en début de pratique ou à droite à gauche sont les mêmes écueils qu'on croise quand on retombe dans la routine, quand on fait plus attention, quand on truc. Et donc c'est toujours intéressant, quelle que soit son expérience, de se confronter aux difficultés de l'un de l'autre. Dire, ah ouais, attends, si demain ça m'arrive, c'est quoi? Et puis quand je pose la question à Gaëtan pour titiller, genre, toi, tu fais quoi pour un cas comme ça? Bah ouais, bah, moi aussi, ça me pose de me dire, attends, c'est en pratique demain, là, en pratique, c'est quoi, là? C'est où, c'est comment, c'est quoi? C'est la fenêtre, d'ailleurs, elle est bien fermée, d'ailleurs, hein, parce que je suis au 4e, etc. Donc, c'est toujours intéressant. Et merci à vous de partager ça. Oui, c'était vraiment cool. Merci beaucoup. C'est vraiment super enrichissant de pouvoir porter ces réflexions-là. Moi, personnellement, ça m'apporte beaucoup aussi. Ça permet aussi de pouvoir reprendre des structures qu'on a tendance à oublier ou qu'on a automatisées, de les remettre en question, de les recroiser, de les remettre en conscience. Donc, c'est vraiment intéressant pour tout le monde, y compris pour nous, même si on paraît avoir un plus grand niveau des fois aux yeux des autres, non. Ces moments-là, ils sont tout autant intéressants pour nous qui l'animons avec Guilain que pour vous. Et on apprend aussi des choses, donc c'est vraiment super. Voilà. Sur ce, on se retrouve dans un mois. Et ben oui. N'hésitez pas, maintenant qu'on a monté le groupe Facebook, à le faire vivre, à aller poster des choses quand il vous arrive quelque chose en séance. Sur l'instant, vous en êtes super fiers de venir nous le partager. Si vous avez des questions, des difficultés, pareil, c'est pas pour rien qu'on l'a monté ce groupe Facebook, c'est pour qu'il y ait une vie dessus. Et c'est pas que Jérémy ou que Guilain ou que d'autres qui doivent poster dessus, mais c'est tout le monde. D'accord? Si on l'a ouvert, c'est pour vous, pour que ce soit plus simple que la classroom et pour que vous y ayez accès absolument partout selon vos habitudes. Donc allez-y, pensez et publiez à mort. Ça marche? D'ailleurs, l'exercice d'écrire un cas clinique, c'est-à-dire de le mettre par écrit, une situation, etc., dire bah, tiens, j'ai essayé ici et ça, est un exercice qui est extrêmement intéressant. Ça nous a fait énormément progresser, Jérémy et moi, quand on s'y est attelé à le faire, parce que ça nous oblige à nous contraindre, dire attends, mais on ne peut pas dire ouais, il me disait vite fait ça, il était un peu comme si. Non, une fois qu'on l'a écrit, on est obligé de s'engager. Et donc, on est obligé de se dire attends, j'ai fait quoi en fait? J'ai analysé quoi? Et c'est extrêmement formateur. Ça prend un peu de temps, hein, c'est sûr, mais on ne peut que vous encourager à le faire pour vous-même. Même sur des cas cliniques quotidiens, c'est pas forcément des trucs de ouf. C'est extrêmement formateur et ce sera toujours bienvenu sur la plateforme. Avec ce grand principe encore peut-être t'avais rappelé, je vais peut-être faire un mot sur le truc, les grands principes de non-jugement. L'idée, c'est bien sûr que des fois on expose ses faiblesses et ses trucs, mais c'est justement pour les compléter. On est vraiment dans la culture constructive de l'erreur et non pas dans la culture cognitive. Donc, c'est ce qu'on essaie de créer et d'animer sur cette page. Voilà. Donc oui, n'hésitez pas. Elle est à vous, cette plateforme, autant qu'à nous. Et c'est important que vous la fassiez vivre, sinon elle va mourir. C'est dommage. Voilà. Yep. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Oui, merci. On va retourner au taf. Merci beaucoup. Intérêt de votre attention et de vos